les Cette enjeux conférence va maintenant être auxquels enregistrée. nous sommes confrontés au sein des structures de la transition. Ça fera certainement être écho à des réalités que vous pouvez vivre au quotidien. L'enjeu, voilà, à travers notre présentation, ce sera d'essayer de prendre de la hauteur et de voir ce qui est commun à toutes ces structures. Ensuite, deuxième objectif, ce sera de donner des perspectives pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner, renforcer, accélérer le développement de ces structures afin qu'elles aient davantage d'impact en matière de transition écologique et solidaire. Et puis, troisième objectif, nous vous partagerons des pistes de solutions, de dispositifs d'appui pour progresser et grandir ensemble pour être à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. Voilà, donc ce sera nos fils rouges des échanges. Peut-être un petit mot sur la structure qui organise ce webinaire. Donc, il s'agit de l'Institut Transition, qui est un institut de formation participatif qui a été fondé il y a 2 ans maintenant par une diversité d'acteurs, de chercheurs, de personnes engagées en région lyonnaise sur les questions de transition écologique et solidaire. Et donc, c'est un institut qui a pour objectif de former et de soutenir toutes les personnes et les structures qui agissent au quotidien en faveur de la transition afin que nous puissions réussir ensemble ces grands défis. Ce webinaire, par ailleurs, sera nourri par l'expérience d'une autre structure, à savoir Anciela et sa pépinière d'initiative, au sein de laquelle nous sommes plusieurs à accompagner un certain nombre des structures dont nous parlerons et qui a un espace vraiment privilégié pour observer leurs questionnements, leurs enjeux, leurs réflexions. Et voilà, ça a énormément nourri notre réflexion. Alors, au fur et à mesure, vous pourrez voir apparaître 3 intervenants que j'ai la charge de présenter. Donc, il y aura d'abord Clarisse, que vous pouvez déjà apercevoir, qui est coordinatrice des partenariats et de la formation professionnelle au sein de l'Institut Transition et qui est très engagée opérationnellement dans la recherche qu'on est en train de mener sur l'économie de la transition. Et elle est par ailleurs accompagnatrice au sein de la pépinière d'initiative d'Ancela, donc elle est elle-même en prise avec un certain nombre de structures qui émergent. Il y aura ensuite Martin Durigneux, qui est président d'Anciela, accompagnateur au sein de la pépinière et cofondateur de notre institut, et donc qui est également impliqué dans notre programme de recherche sur l'économie de la transition. Et donc, il y a également moi-même, donc Fanny Giry, qui suis coordinatrice générale d'Anciela et de la pépinière. Donc, j'ai le plaisir aussi d'accompagner beaucoup de structures et je suis également cofondatrice de notre institut dans lequel je donne une diversité de formations sur les questions de mobilisation, les manières de provoquer des prises de conscience et d'accompagner au changement. Avant de donner la parole à Martin qui va nous faire un petit mot de mise en contexte, je vais simplement vous dire quelles seront les grandes parties qui structureront nos échanges pour que vous sachiez un petit peu où l'on va. Donc, on va commencer par une première grande partie pour faire un état des lieux sur où nous en sommes en région lyonnaise en matière d'économie de la transition. Donc, on regardera quelles sont les structures, leur nombre, sur quels défis elles agissent pour avoir une vision partagée de cette réalité. Ensuite, on ira sur une seconde partie pour nous intéresser plus en profondeur aux défis qui sont rencontrés par toutes ces structures et par tous les professionnels qui les font vivre. Et on finira par une troisième partie sur des dispositifs, des outils qui peuvent être mobilisés par ces structures et par ces professionnels pour répondre à tous les défis auxquels elles sont confrontées au jour le jour et réussir à faire grandir leur structure au service de la transition de notre société. Voilà, un programme assez ambitieux qui nous mènera jusqu'à 14 heures. Et je le redis pour les personnes qui nous auraient rejoints après le partage des consignes, n'hésitez pas au fur et à mesure de nos échanges à noter vos questions dans le chat. On a une partie de notre équipe qui est là derrière pour recenser vos questions et qui les partageront en fin de webinaire pour
qu'on puisse donner des éléments de réponse. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Martin pour qu'il puisse nous faire un petit mot de mise en contexte pour nous réexpliquer quelle est cette recherche sur l'économie et les métiers de la transition que mène l'Institut, quel est son sens et dans quel cadre finalement tout ça se construit. Merci Fanny pour cette introduction. Globalement, cette recherche que nous menons, économie et métiers de la transition, elle a une vocation pour nous à nous permettre de comprendre notre objet d'engagement, puisqu'avec notre institut, on a vocation à former des personnes qui vont basculer dans le monde de la transition. On a vocation à former des personnes qui travaillent dans le monde de la transition pour être plus pertinentes, plus efficaces, plus utiles et avoir plus d'impact au service de ce grand défi transition écologique et solidaire qui est celui de notre génération. Et on est aux côtés de structures classiques qui ont des enjeux à intégrer la transition écologique dans leur pratique, dans leur métier, dans leurs défis. Cet objet économie de la transition, c'est un peu notre objet de travail au quotidien. Ce qui fait que quand on va en parler, au bout du compte, ce sera assez pratique, assez artisanal. Donc cette recherche, elle a commencé il y a à peu près 1 an, même pas, à peu près 8 mois, avec une première enquête qu'on a menée auprès de 300 partenaires avec lesquels on agit sur la région lyonnaise, c'est notre région d'action, avec Clarisse en particulier, puis des rencontres que Clarisse en particulier a pu mener. Parfois, j'ai pu être présent quand j'avais réussi à me dégager assez de temps pour être là. Par ailleurs, des lectures et des expériences de terrain, puisqu'en fait, à accompagner comme le disait Fanny, notre pépinière initiative côté Ancilla, à accompagner des missions qui sont auprès de nos partenaires dans notre institut, à former, être aux côtés d'un certain nombre de personnes au jour le jour. En fait, indépendamment des travaux de recherche, on va dire, soit une enquête avec une base de données, que ce soit des rencontres, on va dire, d'enquête avec un questionnaire. En fait, au jour le jour, on vit avec des personnes et on leur pose des questions et on constate comment elles évoluent et on s'interroge et on s'intéresse et on débat et tout ça nourrit en fait un processus de recherche qu'on essaie de formaliser et qui va donner lieu. Le webinaire, ça c'est un peu le premier moment, donc on va un peu bafouiller nos concepts, on va un peu bafouiller nos idées. C'est le premier moment où on partage un peu ce qu'on a commencé à comprendre. Puis il y aura des articles, un rapport et à terme en fait l'idée de cette recherche c'est d'aller plus loin avec un observatoire, avec un travail de longue haleine pour en fait suivre cette évolution de l'économie de notre territoire et vers une économie écologique et solidaire. Donc concrètement, ce qu'on appelle nous économie de la transition, pour qu'on soit à peu près d'accord sur le vocabulaire qu'on emploie, c'est pas tout à fait les emplois verts. C'est pas ce qu'on met habituellement dans les emplois verts, dans les référentiels ADEME, ministère, etc. Nous, ce qu'on appelle économie de la transition, c'est ce qu'on pensait les alternatives associatives, entrepreneuriales, citoyennes, qui permettent la bascule vers une société écologique et solidaire. Donc, il y a plein d'emplois verts. Je sais pas, une personne qui fait du surtri dans un centre de déchets de tel ou tel grand groupe des déchets. Pour nous, c'est pas un emploi de la transition, c'est un emploi vert dans les statistiques. C'est pas un emploi de la transition, mais ça permet pas la bascule. Par contre, une épicerie zéro déchet, une entreprise de consigne, en fait, tous les cas qu'on va vous citer, Clarisse, Fanny et moi, sont ce qu'on nous on a classé dans l'économie de la transition parce qu'on pense qu'ils accompagnent une bascule vers une société qui, d'un point de vue sincère, d'un point de vue honnête, d'un point de vue raisonnable, nous semble être la société écologique et solidaire à laquelle on aspire, et pas en fait le secteur environnement ou le secteur gestion des déchets ou le secteur bâtiment, énergie, etc., etc. Mais bien des structures qui portent la transition dans leur cœur de métier, dans leur raison d'être, dans leur mission, on dirait aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'on sait exactement son périmètre. Ça, c'est un peu les débats entre nous. C'est les débats avec certains d'entre vous qui sont dans le séminaire, dans le webinaire. C'est les débats qu'on a avec plein de monde. Et le but, c'est de venir travailler, échanger, dialoguer pour nourrir ce périmètre qui n'est pas vocation à être scientifique. Pour nous, il a une vocation en pratique à nous permettre de savoir vers qui on envoie les personnes qu'on forme, qui sont les personnes qu'on accompagne et qu'on forme, quels sont les éléments clés qu'on a envie de pousser dans la société pour qu'on arrive à la fin à vraiment une société écologique et solidaire. Puis le dernier point sur qu'est-ce qu'on attend de cette recherche aujourd'hui et demain, j'ai commencé à en parler, c'est mieux comprendre les enjeux des structures de la transition, hein, à la fois les défis qu'elles rencontrent, les enjeux de formation pour leurs équipes, les enjeux de développement qu'elles ont à venir, pour pouvoir mieux les former et mieux les accompagner, et mieux former et mieux accompagner les personnes qu'on envoie vers elles dans le cadre de notre programme Nouvelle Voie. Et donc c'est quelque chose aussi qui vient
par ailleurs venir doucement, parce que c'est pas encore notre cœur de métier, c'est pas entièrement notre cœur de métier, c'est celui d'autres organisations avec lesquelles on dialogue, mais être capacité de mieux connaître pour mieux mettre en valeur et mieux défendre en fait cette économie-là et dire attendez, ça c'est celle qu'on doit pousser, c'est cette économie-là qui fabrique demain. Et quand on est en lien avec des élus, et quand on est en lien avec des médias, et quand en fait être en capacité de défendre une vision d'une économie de la transition qui réellement permettra la bascule et être parmi ces acteurs qui avons un peu ce rôle de vigilance, de porter un regard pour dire non, là, ça, c'est pas comme ça qu'on accomplit la transition. Oui, ça, c'est un truc à pousser. Ça, c'est vraiment un truc qui va permettre que la transition progresse et qu'on bascule. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Demain, ce que je partageais, c'est l'idée de construire un observatoire à l'échelle, on va dire, de la grande région lyonnaise pour pouvoir bien observer cette transformation qui est en cours, la comptabiliser, la comprendre pour voir comment elle progresse, les difficultés qu'elle rencontre et le faire dans le temps long. Là, on a un peu un premier grand chantier où on s'est un peu dépatouillé, mais l'idée, c'est d'inscrire cette recherche dans la durée et pas du tout que ce soit une recherche qui va durer 1 an. Le but de notre institut, c'est bien que cette recherche, en fait, elle soit pérenne et elle se renforce d'année en année avec cette idée d'arriver potentiellement à un observatoire et que cette recherche soit en dialogue, en fait, avec plein d'acteurs de terrain, que ce soit des institutions publiques. On a eu des échanges avec pas mal d'institutions publiques, des grands réseaux comme la CRES ou des structures qui sont porteuses de la transition, comme toutes celles que Clarisse et moi avons pu commencer à rencontrer. Donc, notamment dans cette recherche, on a pu pas mal échanger évidemment avec Ancila, puisqu'on en vient avec de Greener Good, TGG, avec brièvement la Gonette, avec des incubateurs, des PTCE, donc des pôles territoriaux de coopération économique, etc. Donc voilà un peu le cadre de ce webinaire avec cette idée. Bon, il faut qu'on soit très humble dans ce qu'on va vous partager et que vous ayez bien en tête qu'il y a une certaine humilité. On est après 8 mois qui prolonge 10 ans de travail d'Ancila, de rencontres, etc. 8 mois de cette recherche, 2 ans de notre institut. Donc c'est un processus, c'est une étape pour nous déjà de partager pour la première fois avec un peu tout le monde ce qu'on a essayé de mettre en mots, mettre en images. Il y en aura d'autres et ils seront, j'espère, je pense, plus précis, plus aboutis. Les termes seront mieux choisis. Donc c'est le premier jet d'un regard qu'on va porter et qu'on va partager ce moment ensemble. Merci Martin pour cette mise en contexte, ces éléments de définition qui permettent de bien comprendre de quoi on parle et puis ces prévenances. Tout ça étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en rentrant dans notre partie 1 qui va être consacrée à un état des lieux d'où en est cette économie de la transition en région lyonnaise. Et donc pour ça, je vais donner successivement la parole à Clarisse et à Martin. Merci Fanny. Alors effectivement, comme Martin le disait, un des objectifs de l'enquête, c'était de faire un peu un état des lieux de l'économie de la transition sur le territoire lyonnais, à la fois pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on met derrière économie de la transition et aussi pour savoir où est-ce qu'on en est concrètement. Et donc dans le cadre de cette recherche, on a été amené à faire des enquêtes qui nous ont permis d'identifier un certain nombre de structures qu'on peut qualifier de structures de la transition si on se réfère à la définition que Martin vient de donner. Et donc, on a identifié 586 structures comme étant des structures de la transition. C'est des structures qui sont assez diversifiées. Déjà en termes d'ancienneté, on a des structures qui sont très jeunes, d'autres qui sont plus anciennes et plus historiques sur le territoire. Également des structures qui sont diversifiées en termes de taille, avec des salariés plus ou moins de salariés en fonction des structures, et également des structures qui sont diversifiées par leur statut. Si on prend un petit peu les statuts, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une majorité d'entreprises classiques qui constituent l'économie de la transition, avec 58%. Et ensuite, on a des associations qui sont aussi fortement représentées, donc avec 33,5%. C'est des chiffres qui restent à affiner. On est encore en cours d'enquête. Notre enquête quantitative va se terminer au début février, donc on aura des chiffres plus consolidés à ce moment-là et sur le rapport qu'on proposera. Mais encore une fois, comme Martin le disait, le but, c'est vraiment de continuer à les affiner au fil du temps et d'améliorer de façon continuelle la vision de l'économie de la transition et des acteurs. En parallèle des chiffres que nous qu'on a pu creuser, des acteurs qu'on a identifiés, il y a également d'autres éléments et d'autres chiffres qui existaient déjà par ailleurs, qui permettent de mettre en avant
qui sont les acteurs représentés dans l'économie de la transition et qui sont les acteurs engagés dans des démarches éco-responsables. Donc, on a plusieurs chiffres, plusieurs recensements qui nous aident un peu à apprécier cette économie. Donc, d'abord, on a 243 structures qui sont labellisées LVED. On a également plus de 350 structures qui sont adhérentes au réseau de la Gonette. Et on a également, dans la première édition du guide Consommer responsable à Lyon et ses environs de The Greenerwood, plus de 460 structures qui sont également représentées, donc des acteurs locaux qui sont engagés dans des démarches éco-responsables. À savoir qu'une deuxième édition du guide va bientôt être publiée, dans laquelle de nouveaux acteurs vont être aussi incrémentés. Donc, on constate qu'il y a une densité d'acteurs sur le territoire et un vrai maillage territorial. Ce qu'on a pu constater également, au-delà des chiffres, c'est que ces acteurs-là, ils agissent sur une diversité de thématiques et qui sont représentés dans un grand nombre de secteurs de l'économie. Donc, à peu près tous les secteurs classiques de l'économie, on peut les retrouver. Donc, à la fois dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans l'habitat, dans la mode éthique ou encore dans l'économie circulaire. Donc, c'est vraiment des structures que l'on retrouve à peu près partout. Mais néanmoins, même si elles sont sur tous les secteurs, elles y agissent et elles y sont de façon plus ou moins forte, avec des degrés de maturité qui varient. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un focus sur 3 secteurs qui justement sont à des stades de maturité un peu différents. Donc d'abord un focus sur l'alimentation et l'agriculture. Ensuite, on fera un focus sur la réparation, le zéro déchet et le faire soi-même dans une perspective d'économie circulaire. Et pour finir, on fera également un focus sur un secteur qui est en émergence, en phase entrepreneuriale, sur Lyon et sa région, qui est la mode éthique. Alors, pour commencer sur le secteur de l'alimentation, donc c'est un secteur qui est assez mature sur notre territoire, qui est présent depuis longtemps et qui aujourd'hui donc a atteint ce stade de maturité. Notre enquête nous a permis de recenser 201 acteurs qui sont néanmoins tout de même assez diversifiés. Donc, on a notamment des épiceries bio et locales. Donc, si on cite quelques exemples, on a notamment À la Source ou encore Trois Petits Pois, des cafés-restaurants avec Okara notamment, Tratino, des cantines participatives, des tiers-lieux alimentaires, des traiteurs, des bouchers, des AMAP. On a également des paniers bio, des activités aussi en lien avec la torréfaction, avec le chocolat, ou encore des cuisiniers, des cuisinières qui animent des cours de cuisine. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que bien que c'est un secteur qui est émergent, qui est mature, pardon, c'est tout de même un secteur qui rencontre des défis. Et je vais laisser Martin vous en dire un peu plus. Effectivement, l'idée, c'est d'identifier un peu quels sont les défis que rencontre le secteur. Alors, sachant qu'on a pris des grands secteurs, donc naturellement que le secteur des épiceries bio, on a les premières épiceries bio locales dans les années 70-80, avec Prairial en particulier, qui existe encore au sein de Mémoire du Grappe. Donc, on a évidemment plein de nouveaux entrants. Mais les modèles, quand on dit mature, c'est que les modèles sont à peu près stabilisés. Une épicerie, on sait à peu près les 3-4 grands modèles d'épicerie. On sait à peu près les 2-3 grands modèles de resto, de la cantine participative au resto ouvrier de coin de quartier. Il y a évidemment encore bien de la place pour des innovations, mais on a une certaine maturité et puis un certain volume d'activité qui est croissant et structuré. Non, après, on pourra prendre faut trouver des petits sujets qui sont émergents et sur lesquels il y a encore tout à construire. On a identifié, nous, trois grands défis qui nous semblent importants dans les premiers échanges qu'on a pu faire et puis dans notre expérience. D'abord, celui de mailler le territoire de solutions de proximité, puisqu'en fait, on a un territoire qui est globalement saturé en cœur de ville, si on prend la métropole, sur 7e, 3e et dans une certaine mesure premier, deuxième, et qui est quand même encore constitué de grands déserts en termes d'accès à l'alimentation, que ce soit en termes de restauration, d'épicerie, de tiers-lieux. Les paniers, ça couvre un peu mieux grâce en particulier à Alter Conso, Croque Éthique, Arbre à légumes, etc., et les AMAP qui arrivent à se déployer un peu partout. Mais on a encore de grands déserts d'accessibilité à une alimentation écologique de qualité. Ce sur quoi agissent et se battent des structures comme notamment VRAC dans les quartiers populaires et dans les campus. Donc ça, c'est un peu l'étape de passer de ce cœur de ville à en fait dans chaque quartier à 500 mètres de distance pouvoir tomber sur une épicerie bio, locale, de qualité, indépendante et ne pas tomber sur une épicerie
qui soient distribuer des produits d'une alimentation conventionnelle, c'est-à-dire toxique pour les hommes et pour la planète, pour les personnes humaines et pour la planète. Deuxième défi qui est assez important, c'est qu'en fait, on a une génération de précurseurs et de précurseuses qui ont monté des épiceries, qui ont monté des restos, cafés, etc., des cantines participatives, des gens qui ont mis beaucoup d'énergie dans un projet. D'une part, il y a l'enjeu de passation souvent à partir d'un certain nombre d'années. Donc, on le voit si on prend la plupart des épiceries, il y aura des exceptions, mais dans l'épicerie équitable, par exemple, Romain est toujours là, le fondateur de l'épicerie équitable. Et si on prend le Grappe, les Trois Petits Pois, ça a bien bougé. Et il y a pas mal d'épiceries, de restos où en fait ça bouge, quoi. Et d'autre part, en fait, ceux-là qui étaient des précurseurs à monter la première épicerie, le premier resto ceci, la première cantine participative, cela, en fait, à un moment donné, si ça maille sur tout le territoire, ceux qui vont suivre n'auront pas exactement la même énergie, le même caractère, le même style, la même pratique que ces défricheurs qui étaient aussi mus par le plaisir et le bonheur de défricher, quoi. Et du coup, il y a un enjeu en fait à travers des dispositifs de formation, d'accompagnement, de réseau, de mutualisation. Donc, comme le Grappe peut proposer, le GESRA pour les épiceries socialisées peut proposer, en fait, d'avoir des continuateurs qui n'ont pas le profil des précurseurs et qui vont s'inscrire dans la durée. Et en particulier, quand je dis n'ont pas le profil, c'est par exemple d'avoir dans un certain nombre de quartiers des personnes qui n'ont pas un bac+5 gestion de projet pour monter une épicerie, mais qui sont des habitants de tel ou tel quartier. On a pu le vivre, nous, en accompagnant, par exemple, une épicerie sociale et solidaire dans le cas de Fanny qui s'installait à la Duchère. Avec un habitant du quartier, c'est pas la même pratique d'accompagnement, c'est pas les mêmes profils. Et ça, en fait, il y a un enjeu à être en capacité de l'accompagner sur les prochaines, je dirais les 5 prochaines années pour que le maillage ait lieu, mais aussi pour que ces épiceries, partout où elles sont, puissent perdurer et pas que les épiciers et épicières soient enfermés dans leur épicerie. Je parle des épiceries, c'est autant valable pour les cafés-restaurants, pour en avoir parlé par exemple avec Mathilde, qui est la cofondatrice d'un café qui s'appelle Équipe Café. On a exactement les mêmes problématiques rencontrées. Alors, pour les boulangeries, pour d'autres, ce sera identique ou un petit peu différent parfois, évidemment. Et le troisième enjeu qui est important, c'est celui en fait que le bouleversement qui a lieu aujourd'hui dans le monde de la distribution, c'est-à-dire des épiceries, des restos, des boulangeries, donc distribution, transformation en partie, mais en fait est un miroir d'une transformation qui a lieu mais qui est plus complexe dans le monde agricole. Donc quand on dit par exemple un épicier va pas être épicier toute sa vie, en fait il faut imaginer des modèles où les précurseurs ont des continuateurs. Et ben c'est pareil pour les agriculteurs. On peut pas continuer d'imaginer que les agriculteurs vont être agriculteurs de leurs 22 ans, voire de leurs 14 ans ou 10 ans avec leur papa-maman sur leur exploitation, jusqu'à 75 ans où ils vont continuer à emmerder leurs fils et leurs petits-fils et leurs filles et petites-filles qui reprennent l'exploitation. Ce modèle d'agriculture familiale, il va pas forcément exactement être adapté au 21e siècle et comme il n'est plus dans les boutiques d'épicerie, de boulangerie et autres. Et donc, il y a un enjeu en fait à transformer que la distribution, les citoyens, en fait, les consommateurs et les distributeurs, les épiciers, épicières, animateurs de lieux de consommation, restaurateurs, etc., puissent accompagner en fait l'agriculture à bouger au-delà des pratiques agricoles dans les modes d'organisation. Et ça, c'est quelque chose que le Grappe a commencé à impulser. On verra ce que ça va donner avec des logiques de coopératives alternatives dans le monde agricole. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les GAEC, dans les magasins de producteurs. Il y a un mouvement qui se déroule et donc il y a un enjeu à ce que l'alimentation et l'agriculture ne soient pas deux sujets et deux secteurs séparés, mais bien un même secteur interconnecté et solidaire, puisque en fait le drame du XXe siècle a été de désolidariser notre assiette du champ. Et quand on dit en tant que militant aller de la fourche à la fourchette et de la fourchette à la fourche, c'est bien reconnecter la solidarité pour que nous on soit pas responsable d'une situation où l'agriculteur n'est plus qu'un ouvrier de la terre avec une espérance de vie en chute libre, des conditions de travail catastrophiques et un revenu très bas, le tout en abîmant la biodiversité et en affectant le climat. Donc c'est quelque chose qui va être un défi pour les années à venir, qui a déjà été pris en main évidemment par un certain nombre d'acteurs qu'on a pu observer, qu'on peut accompagner, qu'on peut rencontrer, avec lesquels on agit sur Lyon et ses alentours. Le deuxième secteur, ouais, merci. Le deuxième secteur que l'on a voulu creuser, qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était celui du zéro déchet, du faire soi-même et de la réparation dans une perspective d'économie circulaire. C'est un secteur qui est en phase d'émergence avec de plus en plus d'acteurs qui se structurent aujourd'hui.
Notre enquête, elle nous a permis d'identifier 53 acteurs, parmi lesquels on retrouve des ressourceries associatives ou d'insertion, classiques ou spécialisées. Donc, on peut noter par exemple les ateliers Emmaüs ou encore Mineka en tant que ressourcerie du BTP, une ressourcerie sportive également qui vient de se créer à la Duchère. On note également des ateliers de réparation et de faire soi-même, des activités d'artisanat en upcycling, des structures qui sont dans l'accompagnement au zéro déchet ou au zéro gaspille, avec par exemple Lyon zéro déchet ou encore Récup et Gamelle. Un grand nombre aussi de solutions de compostage de proximité, avec à la fois les sites de compostage de quartier et des acteurs comme Ezenia, WeCompost notamment, et des solutions de consigne qui ont également émergé assez récemment sur le territoire. Donc c'est également des acteurs comme je disais en introduction, qui rencontrent des défis à la fois en termes des défis économiques et également de structuration. Et je vais laisser la main à Martin pour en dire quelques mots également. Merci. Oui, alors ces défis qu'on a pu commencer à considérer, évidemment, là on est dans le champ alimentaire, on est comme c'est un secteur qui était mature, on avait un truc qui était à peu près stabilisé. Sur les secteurs en émergence, qui est le zéro déchet, faire soi-même réparation, vers une économie circulaire, on est sur une diversité de réalités très importante où on peut avoir des acteurs qui en définitive sont héritiers des chiffonniers du 19e siècle et à travers les communautés Emmaüs, à travers Foyer Notre-Dame sans abri, existent depuis les années d'après-guerre, comme des acteurs qui sont nés il y a quelques mois et sont déjà en train d'apporter des solutions qui tournent et qui sont intéressantes. Donc, ce que je vais dire est à considérer au regard de cette immense diversité. Mais on a identifié, nous, deux grands défis. D'abord, il y a cet enjeu de modèle économique qu'il s'agit de stabiliser, puisqu'en fait, on est dans une situation où ces activités ne sont pas nécessairement aujourd'hui encore tout à fait rentables, ou en tout cas se cherchent des modèles qui permettent d'assurer une rentabilité. Donc, il y a des cas où c'est rentable et ça tourne et ça se déploie. Il y a des cas où en fait ça mettra du temps et c'est un enjeu d'échelle. Il y a des cas où c'est plus laborieux. Donc, pour donner simplement deux exemples sur la seconde main, tout ce qui va être ressourcerie, on a des ressourceries qui tournent globalement bien. C'est les ressourceries d'insertion. Je l'ai mis en focus, je leur dirai deux mots dessus. C'est les ressourceries d'insertion et c'est les ressourceries qui ont plein de bénévoles, modèle Emmaüs ou Foyer Notre-Dame sans abri. Il y a des ressourceries, pour le coup, on n'a pas encore de modèle qui est stabilisé, c'est des ressourceries de qualité qui ne basculent pas dans un certain luxe, où on est dans des produits spécialisés comme de la friperie, où là, on a par exemple la chouette curieuse qui va tourner, mais sur un modèle très spécialisé. Si on est sur des ressourceries, il y a une qui commence, qui s'appelle la ressourcerie créative. C'est un des premiers cas dans la région lyonnaise qui n'est pas spécialisé sur un objet très précis, mais qui est sur de la qualité avec un service professionnel. On va voir ce que ça donne, mais c'est encore aujourd'hui émergent. Autre exemple de modèle économique à stabiliser, la consigne d'abats, rebouteilles et puis d'autres solutions qui existent qu'on connaît moins, qui aujourd'hui en fait ont des enjeux d'échelle, ils sont sur un modèle très émergent, mais pour le moment ça ne sera pas rentable tant qu'il n'y aura pas un volume d'activité très important. Et donc on est sur la recherche du modèle économique, mais pas en fait le développement et l'accès à un certain volume. Ça c'est le premier grand défi. Le deuxième grand défi, c'est les métiers qui sont à réinventer, puisqu'en fait, globalement, il faut avoir en tête, c'est une image que j'utilise souvent quand j'étais au Pérou sur le monde des déchets. Un gars avec qui je bossais m'avait dit, c'est très simple, c'est des déchets, des objets en déchets pour des déchets humains. Donc en fait, il expliquait, c'était le truc qui, quand les gens étaient plus rien du tout, il leur restait que les déchets. En fait, ils allaient récupérer dans les poubelles et puis ils recyclaient, ou ils récupéraient chez les gens qui voulaient bien leur donner, et ils recyclaient. Ils revendaient pour des mecs, pour des gens recyclés. Et en fait, on a quand même suivi cette logique-là, c'est-à-dire que globalement, le secteur des déchets a été un secteur dont les métiers ont été vraiment abîmés, où c'était vraiment des métiers avec espérance de vie très faible, beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de non-sens, et on sort de ça depuis à peine 5-6 ans. C'est-à-dire que ça fait à peine 5-6 ans que dans les structures d'insertion par le travail, on commence à se rendre compte que les déchets, c'est pas le truc de fin un peu de ouais qu'on fait, mais parce que c'est pour qu'il y ait du travail. C'est en fait il y a une vraie valeur écologique, sociale, sociétale au-delà du travail qu'on va donner. Et donc c'est un truc qui est en changement. Emmaüs a vraiment basculé là-dessus, et Envie est en train de basculer là-dessus.
on voit évidemment d'autres structures suivre ce chemin-là. Donc, c'est le chemin qui est en cours. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut pas juste se dire c'est parce que c'est bien les déchets, c'est à la mode, parce que c'est l'écologie, que ça va bouger, que en gros les métiers vont devenir chouettes, merveilleux, fantastiques, on va y trouver du sens. Donc en fait, il y a un vrai enjeu sur ce métier où globalement on a abîmé les personnes. Je parle pas des structures d'insertion, mais tous les autres métiers autour des déchets étaient globalement des métiers où on abîmait les personnes par nécessité peut-être, hein, mais qu'on les à recréer des métiers qui ont du sens. Donc quelle est la place dans ces métiers des travaux manuels? Quelle est la place du lien et de la convivialité, de l'accompagnement? Quelle est la place du développement, de la recherche, du progrès? En fait, c'est ça qui se pose. Si on prend un endroit où on revend des matériaux, on va dire, je sais pas, des matériaux du bâtiment, où on revend du matériel informatique, quelle est la place de la réparation, la bidouille? Quelle est la place du lien avec les personnes, la revente, le conseil, l'échange? Quelle est la place en fait de à partir de la bidouille, réinventer des trucs, faire des process, de la low-tech, etc. Et bien en fait, c'est ça que les structures, notamment celles qui émergent, celles qui étaient déjà là en insertion, elles se demandent comment faire. Celles qui émergent, elles inventent en fait un peu et elles ont en fait des métiers à réinventer pour dire voilà, je suis animateur d'un lieu de réparation, de réemploi et mon métier c'est parler avec des gens, les accompagner, c'est bidouiller avec eux, c'est bidouiller tout seul dans mon coin, dans mon atelier, c'est développer des solutions, inventer des trucs et communiquer dessus dans des proportions qui seront variables en fonction des sujets, en fonction des personnes, en fonction des structures. Mais il y a clairement un enjeu à ce que ces métiers qui n'existent plus soient réinventés comme des vrais et beaux métiers et pas en disant c'est comme le chiffonnier du 19e siècle, parce que si c'est ça, alors c'est non, quoi. Enfin, c'est hors de question. Si on prend le cas du compostage, qui est un sujet extrêmement important et sur lequel personnellement j'ai un engagement intellectuel et militant réel, si c'est pour retrouver des égoutiers comme on avait au Moyen-Âge et au 19e siècle, c'est non, quoi. C'est hors de question qu'on participe à ça et ça sera pas ça l'économie de la transition de remettre des éboueurs, récupérer les déchets de cette manière-là. Il faut des beaux métiers d'animateurs, de maîtres compostiers, tels que les éco-gardiens des Xenia, qui là sont une vraie réponse où on a un beau métier, digne, noble, avec un vrai lien, où on retrouve du lien avec les habitants, on retrouve des échanges, on retrouve du travail manuel, on retrouve de la dignité dans quelque chose qui sert à quelque chose. Et pour moi, c'est ça la solution. Donc je pense que là aujourd'hui, il n'y a pas la vérité absolue, mais il y a un enjeu à observer quels sont les métiers qu'on invente et est-ce qu'on peut regarder ce métier dans les yeux et se dire c'est un beau métier, c'est un métier digne, c'est un métier qui peut attirer tout le monde dès lors qu'il y est aspiré comme boulanger, comme cuisinier, comme animateur de MJC, comme plein de trucs où on se dit ah bah ouais, il y a un beau métier, ça. Tu fais ton choix, c'est pas le meilleur salaire, mais c'est un métier qui a du sens, instituteur, pilote de chasse, chacun choisit son métier, mais au bout du compte, c'est des beaux métiers. C'est ça qu'il faut dans le zéro déchet. Ça commence, mais il y a du boulot, on va dire. Le focus sur les ressourceries, comme j'en ai déjà un peu parlé, j'en dis que deux mots. C'est vraiment un des axes clés parce que c'est là que tout le second main pourra se fabriquer avec du lien social, de l'accompagnement, du dialogue, de la rencontre, toute la fertilité qu'on a dans ces tiers-lieux. Avec deux modèles, hein, comme je disais, deux grands ensembles, les modèles qui tournent insertion et ou bénévolat, action sociale, et les modèles qui émergent, ceux qui sont à forte qualité, le mode tiers-lieu, les modèles sur des enjeux spécialisés comme Mineka avec la ressourcerie BTP, comme Enjoué sur le jouet, comme les friperies pour les vêtements. Et donc ça, c'est des choses qui sont en train d'émerger. C'est pas encore tout à fait abouti, mais les ressourceries vont être un des enjeux clés. Il faudrait une ressourcerie par quartier, une ressourcerie spécialisée par ville, etc., etc. On n'est pas encore dans le maillage du territoire. Pour l'instant, on est dans l'émergence des modèles. Et donc, pour finir sur les focus qu'on vous proposait, un dernier focus sur le secteur de la mode éthique, qui est un secteur en phase entrepreneuriale. Bien qu'on retrouve un nombre d'acteurs assez important sur le territoire, on a identifié 70 acteurs qui sont à la fois des boutiques de mode éthique avec We Dress Fair, des friperies, notamment la Chouette Curieuse, ou encore on a également des activités des outils de partage et de vente de seconde main, avec notamment Ethic to End, ou encore des activités de néo-artisanat, des ateliers partagés de réparation et de fabrication, et également des activités d'animation de cours de tricot, de couture, des tiers-lieux textiles, un certain nombre d'acteurs qui, encore une fois, sont assez diversifiés et qui sont donc dans une phase entrepreneuriale et qui, dans cette phase, connaissent des enjeux qui leur sont propres et également en phase de développement des structures en tant que telles,
des enjeux aussi qui sont particuliers. Martin, je te laisse parler des enjeux. Tout à fait. Alors là, c'est un espace qui est beaucoup plus défini, en fait, le monde de la mode éthique, qui d'ailleurs commence à se rassembler, à se structurer autour des précurseurs, en particulier dans un collectif qui s'appelle Sans Façon, qui, à mon sens, du coup, tend à ce qu'on appelle un PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique, qui, du coup, permet d'avoir une certaine cohésion de valeurs, d'identité, de pratiques. Par contre, il y a plusieurs champs d'activité différents. Donc, ce que je vais dire, en fait, se coupe par champ d'activité avec des niveaux de maturité et des modèles plus ou moins aboutis assez différents. Donc, globalement, sur les lieux de vente, donc dans les lieux de vente, donc les boutiques, Clarisse citait, je crois, les curieux, on a Loca Loca, on a We Dress Fair, et un certain nombre de friperies comme la Chouette Curieuse qu'on évoquait aussi, puis bien d'autres, hein, en fait. Vous renvoie au guide de The Greener Good sur la consommation responsable pour les trouver toutes. C'est des modèles qui tournent, c'est-à-dire qu'en soi, il y a un enjeu d'avoir du volume de consommateurs, mais c'est pas tellement différent de n'importe quelle boutique. Et en fait, il y a de la demande. Donc, on est plutôt sur quelque chose qui tourne. Et l'enjeu, c'est que ça se développe. À la fois que l'activité de chaque structure se développe, mais aussi que ces structures se déploient sur le territoire. Soit parce que d'autres naissent, soit parce que certaines ouvrent plusieurs boutiques pour être à plusieurs endroits. Les deux sont tout à fait possibles. Mais il y a un enjeu à mailler, sachant que quand on parle de mode, donc de vêtements et d'équipements, on est beaucoup moins sur quelque chose qui nécessite les 500 mètres de proximité. On peut aller en centre-ville quand même pour s'acheter quelques vêtements. Donc en soi, c'est plutôt qu'il y a un maillage par ville pour les personnes qui vont pas tout le monde va pas converger dans le premier arrondissement de Lyon, c'est là où il y en a le plus. Ça serait bien qu'il y en ait dans le 7e et ce serait bien qu'il y en ait aussi à Oulin, qu'il y en ait aussi dans les Monts du Lyonnais, qu'il y en ait aussi à Villeurbanne, et il y en a dans certains de ces endroits, mais qu'il y en ait en fait dans les principaux pôles d'attractivité de la métropole de Lyon, de la région lyonnaise dans son ensemble. Donc ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est en fait qui est assez important, qui est un peu différent de ce que j'ai dit avant, c'est éviter les effets rebonds. C'est-à-dire que concrètement, la mode éthique, alors on attend toujours notre invention d'un mot. On parle du coup, on a avec Clémentine de The Greener Good, avec Nadège des Curieux, on discute avec trouver un autre mot. Alors l'habillement éthique, l'habillement et les accessoires éthiques, pour éviter le mot de mode en fait. Mais c'est à cause de cet enjeu d'effet rebond. C'est que c'est pas parce que c'est éthique et c'est de seconde main qu'on peut en consommer comme on veut, autant qu'on veut, sans avoir plus aucun scrupule. L'impact écologique, il est toujours là. L'impact humain, il est toujours là. Le travail, ça se gaspille pas. Si j'achète un vêtement que je porte jamais et quelqu'un a bossé dessus, cette personne, elle aura dépensé de l'énergie, de l'intelligence, de la force pour rien, quoi. Donc en fait, il y a un enjeu à éviter la surconsommation. On pourrait dire l'effet Vinted, où les gens se mettent à consommer encore plus parce qu'ils peuvent revendre directement après. Et donc ça circule par voiture, par avion, par train, par bateau, suivant les distances. Donc cet effet-là, c'est d'éviter ce processus que oui, on peut passer sur le seconde main, on peut passer sur d'éthique, mais il faut aussi réduire considérablement la consommation. Et par ailleurs, c'est d'éviter aussi l'éco-obsolescence, c'est-à-dire si j'ai un pull, un vêtement, une paire de chaussures qui tient la route et qui n'est pas éthique, je la remplace pas alors qu'elle tient encore la route par un truc éthique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-obsolescence, remplacer un matériel qui est pas éthique par un matériel éthique, mais alors que ce matériel pas éthique tournait encore. Et donc, en fait, non, dans ce cas-là, il vaut mieux le garder le plus longtemps possible. Et on peut avoir ces effets-là. Donc, c'est un enjeu des acteurs de la filière, en fait, des artisans aux boutiques, de bien accompagner les citoyens, de bien communiquer, et d'ailleurs des associations aussi comme TGG qui en parlent, pour que les personnes se mettent dans la bonne perspective et qu'on ne fabrique pas une mode éthique qui, pendant 10 ans, va être ajouter de la pollution à la pollution parce que tout simplement, les gens vont dupliquer leurs actes de consommation. C'est vraiment un enjeu auquel on doit être vigilant. Troisième défi, celui-là est pour le monde des artisans, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui des artisans créateurs. Il y en a qui sont là, j'ai vu j'ai vu Jessie, je crois, dans les participants là, dans les 85, qui en fait sont en permanence dans un équilibre complexe entre la quantité pour toucher un maximum de personnes, mais aussi pour avoir des prix plus bas, puisqu'en fait, il y a potentiellement des économies d'échelle assez importantes. Et du coup, être capable de produire un certain nombre de vêtements, de chaussures, d'accessoires, etc. Et la qualité.
d'être sur le plus solide, le plus joli, le plus pratique, etc. Et que mine de rien, en fait, c'est assez difficile. Alors ceux qui sont très très qualitatifs, les hauts couturiers, hauts couturières, etc. En fait, elles dupliquent simplement un modèle, elles ont un marché et globalement ça tourne parce qu'en fait elles sont sur une très forte qualité, une très petite quantité, pas de problème. Ceux qui sont sur de la grosse quantité, le Gaulois par exemple, à terme, sur le modèle de 1083, hein, le Gaulois qui fait en lin dans la région lyonnaise à Dessines, bon ben voilà, ça devrait pouvoir tourner à terme sur beaucoup de quantités. C'est souvent quand on est en fait avec peu de quantité et une qualité où on est plutôt sur du néo-artisanat, de l'upcycling, que là ça peut être difficile de trouver son marché, en tout cas un marché qui permet de vivre dignement et puis d'avoir plusieurs salariés ou associés qui travaillent ensemble. C'est notamment sur ce public des upcyclers qu'il y a l'atelier des nouveaux designs qui est intéressant pour aussi permettre de la solidarité, de l'entraide, de la mutualisation, pour faire baisser en fait des coûts structurels et pouvoir vendre un peu moins cher ou en un peu plus grosse quantité. Donc c'est un enjeu. Il y a vraiment une précarité aujourd'hui des artisans, notamment dans l'upcycling, mais en fait des artisans en général dans la créa qui doit être dépassée et sur lequel à la fois les artisans doivent bosser, mais aussi les lieux de distribution ont des enjeux à les y accompagner, comme c'est le cas pour Nadège avec les curieux et sans façon. Et le quatrième enjeu, qui est en fait un enjeu assez important, c'est qu'aujourd'hui on est sur du tout coton ou du seconde main en général. Évidemment, il y a des exceptions, c'est justement le Gaulois que je citais par exemple sur du lin et le 1083 qui va sur du lin dans le sud, un peu plus loin que Lyon, quoi, dans notre sud régional. L'enjeu va être quand même de pouvoir avoir des filières locales de lin, de chanvre pour sortir du tout coton, parce que le tout coton, même bio, c'est pas bon, quoi. Enfin, le coton déjà c'est compliqué, enfin, surconsommation d'eau, c'est une plante qui est très fragile et du coup être sur le tout coton ne peut pas verdurer. Ça veut dire qu'on passait au zéro coton, mais ça veut dire qu'il faut rééquilibrer et notamment avec des filières locales et on a la chance d'avoir du lin et du chanvre. La France est le premier producteur de lin au monde, bon peut-être en Chine aussi, mais en tout cas en Europe, un peu les seuls à le faire, mais du coup c'est quand même on a une petite filière, en fait, il s'agit de la renforcer. Et là, on retrouve, en fait, vous voyez, le lien entre la distribution et les consommateurs dans le monde urbain et la ruralité, l'agriculture, puisque c'est des activités agricoles. Donc ça va être un défi. Certaines structures s'y attellent, comme 1083 ou le Gaulois, mais c'est un enjeu qui, à mon avis, tient aussi des politiques publiques pour accompagner ces agriculteurs, ces producteurs. Fanny, ton micro est fermé. Ah, merci. Je n'ai pas continué trop longtemps toute seule. Donc je disais merci à tous les deux pour cet état des lieux qui nous permet de voir un peu mieux en pratique de quoi on parle en matière d'économie de la transition. On a bien noté toutes vos questions, on les traitera à la fin du webinaire. On va avant ça entrer dans une seconde partie qui va être dédiée à la question des défis que rencontrent les structures et les professionnels engagés dans l'économie de la transition pour voir à quoi ils sont confrontés au quotidien. Et pour ça, on va pouvoir se partager la parole avec Martin, mais je te la redonne pour commencer. Alors, on s'est un peu posé la question des défis que rencontrent effectivement ces structures, puisque c'est un peu le cœur de métier d'Institut. Puis, en bout du compte, c'est aussi le cœur de métier qu'on a avec Anciela sur notre pépinière et au-delà dans tous nos médias et toutes nos actions auprès des acteurs de la transition. Le premier point, ce qui est, on va dire, la porte d'entrée du sujet de tous les défis, la matrice de tous les défis, on va dire, c'est le changement d'échelle. Alors, c'est un peu un grand mot, parfois un gros mot, parfois une pantalonnade. Le changement d'échelle, ce que nous, c'est pas un mot unique, c'est les changements d'échelle successifs. C'est pour ça que la petite mosaïque avec les différentes, un escalier qui va de moi dans mon coin, j'ai une idée que je lance à on a une équipe de 40 salariés et on se déploie sur le territoire national. C'est là entre Boris qui était à l'autre côté du pont en train de se dire qu'est-ce que je vais faire, j'ai envie d'aller plus loin et qui commence à monter une première action avec un premier groupement d'achat VRAC en partenariat avec Est Métropole Habitat et à la fin VRAC Échelle France avec des groupes qui se montent partout, qui commencent à attaquer la ruralité, attaquer les campus et le déploiement qu'on peut observer aujourd'hui. Donc ça, c'est des changements d'échelle. Il n'y en a pas eu qu'un seul. Il y a plusieurs changements d'échelle qui se sont succédés.
Mais d'abord, avant de se dire quels sont les deux grands défis, c'est quelles sont les deux raisons quand même de ces changements d'échelle, puisque c'est pas cool de changer d'échelle. Enfin, personne trouve ça marrant de changer d'échelle. Si on changeait d'échelle dans le capitalisme autrefois, à partir du 19e siècle, c'était soit parce que les entrepreneurs avaient envie de gagner plus, mais surtout parce que c'était nécessaire pour survivre, grâce à ce qu'on appelle les économies d'échelle. Plus on était grand dans un processus industriel, plus on avait d'économies d'échelle, donc moins nos produits étaient chers et plus ils étaient qualitatifs. Donc globalement, il y avait une course à la croissance des entreprises par nécessité vitale, ce que montre dès le milieu du 19e siècle, Karl Marx, quand il explique pourquoi en fait le capitalisme est par principe nécessite le processus de croissance, impose aux entrepreneurs le processus de croissance. Les entrepreneurs qui ont pas envie, en fait, ils se cassent la gueule. C'est pas du tout ce qu'on vit nous. Enfin, c'est pas mu par cette nécessité économique ou par ce désir d'enrichissement économique, puisque il n'y a pas généralement dans ces structures de croissance capitaliste, il n'y a pas d'enrichissement du capitaliste, en tout cas des personnes qui possèdent le capital. Il y a deux logiques qui vont mouvoir ce mouvement. C'est le désir d'avoir plus d'impact sur la société qui est évident, enfin qui est une nécessité en fait. C'est-à-dire que n'importe lequel personne dans nos structures sait qu'à un moment donné, si on veut accomplir la transition, c'est pas parce qu'on gagne la bataille dans son quartier que ça suffit. Ça veut pas dire qu'il faut que nous-mêmes, on soit sur tous les territoires, tout le temps, avec le même nom, la même identité, la même entreprise ou la même association. Ça veut dire qu'en fait, il faut trouver des solutions pour que si on a une solution qui tient la route à un endroit, elle puisse s'essaimer, se partager, se mettre en œuvre partout, parce qu'on ne gagnera la bataille de la transition écologique que si toute la société française, toutes les sociétés européennes et toutes les sociétés mondiales, toutes les sociétés à travers le monde, se mettent en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur et puis qui nous tient éveillés. N'importe quelle personne qui a une initiative qui tourne, on ne peut pas rester dans son coin et se dire c'est pas grave, c'est impossible. La deuxième raison, c'est que pour un certain nombre de structures, il y a un enjeu de stabilisation du modèle économique, ce qu'on appelle l'effet de seuil, ce que j'évoquais pour les artisans en fait. C'est-à-dire que si on ne change pas d'échelle, en fait, on n'est pas assez rentable pour pouvoir payer des vrais salaires dignes aux personnes qui bossent dans la structure et d'abord à la personne qui l'a montée la plupart du temps, puisque si on prend le cas des artisans, c'est déjà que la personne artisane arrive à se payer un premier salaire pour pouvoir en vivre. Et donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'échelle est absolument nécessaire. La consigne est un exemple bien évident. La consigne, il faut une bonne échelle avant de pouvoir vraiment être rentable. Mais l'artisanat, l'upcycling, c'est pareil. C'est pareil aussi sur le compostage. On a des enjeux d'échelle pour que la structure soit viable et pertinente. Donc ça, c'est ce qui va amener les structures à souhaiter changer d'échelle. Après, quand on veut changer d'échelle, on va avoir deux défis qui sont en parallèle, mais comprendre le parallèle comme, vous voyez, les pas à pas. C'est-à-dire qu'il y a un pied qui fait un pas, un deuxième pied qui fait un pas, un autre pied qui fait un pas. Et en fait, ça se succède. Le premier qui est un peu dans le processus, c'est péter les plafonds de verre successifs qu'on rencontre. Donc, augmenter en fait quand on est une boutique, notre nombre de clients, quand on est une association comme Esenia sur le compostage, le nombre de sites de compostage qu'on va avoir, quand on est comment on pourrait dire, une entreprise de paysage écologique participatif comme Pistil, ça va être le nombre de chantiers et le nombre de lieux qu'on entretient. Donc il faut en fait réussir à toucher, et Fanny en dira quelques mots, de plus en plus de personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et donc ça, c'est des défis qu'on rencontre à la fois en tant que structure, mais évidemment, on en dira deux mots, qu'on rencontre aussi collectivement en tant qu'écosystème, puisque on a un Far West, une nouvelle frontière, pour reprendre les termes de John Fitzgerald Kennedy. La nouvelle frontière, c'est en fait toutes les personnes qu'il faut réussir à mobiliser autour des enjeux écologiques qui commencent à se poser quelques questions. Et donc, c'est ça les plafonds de verre, et c'est pas le plafond de verre, puisqu'on va rencontrer plusieurs plafonds de verre successifs, encore une fois, dans cette croissance. Puis le deuxième défi, ça va être de structurer. Donc là, on en parlera avec plusieurs items, plusieurs aspects à traiter avec Clarisse. C'est se structurer pour pouvoir grandir, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on grandit, quand on passe de moi avec mes associés, mes potes, les personnes avec qui j'ai commencé, à nous avec notre équipe de 4-5 salariés, de 10-12 salariés, puis de 40-50 salariés, on n'est pas du tout sur les mêmes réalités. Est-ce que ces salariés sont associés? Est-ce que c'est une coopérative? Est-ce que c'est une association? Est-ce qu'il y a des bénévoles? Tout ce processus-là fait qu'il y a des crises de croissance, en fait, comme le présente Henri Mintzberg, des crises de croissance qui nécessitent des restructurations successives, les plus tranquilles possibles, quand on les aura prévues,
les plus compliquées possibles quand on les a pas prévues et qu'elles nous tombent sur le coin du museau. Donc, un des enjeux va être évidemment de les prévoir, de les préparer pour qu'elles se déroulent un peu comme ce que j'appelle moi en pente douce et pas avec des marches plus ou moins irrégulières où on peut quand même se casser la gueule. Donc ça va être les deux défis qui découlent de ce premier grand défi du changement d'échelle qui nous est revenu de toutes les structures à part des artisans qui souhaiteraient rester dans leur coin, parce qu'ils sont très contents de vivre leur truc, des restaurateurs qui disent moi je suis très bien dans ma cuisine, foutez-moi la paix. Mais la plupart des structures qui ont une dynamique de croissance en fait ont des enjeux de changement d'échelle qui apparaissent et qui sont assez cruciaux ces enjeux pour elles dans leur développement. Donc, on va rentrer justement dans les défis qu'évoquait Martin pour réussir ces changements d'échelle. Et donc, le premier sur lequel je vais commencer, c'est celui de réussir à casser le plafond de verre pour réussir à toucher toujours plus de personnes dans un contexte d'urgence écologique qui nécessite vraiment aujourd'hui une massification des solutions. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à consommer dans des épiceries bio locales, à aller utiliser des ressourceries, à mobiliser des jardiniers participatifs. Et donc ça nécessite des forts enjeux de communication pour donner envie à une diversité de personnes de changer, de nous rejoindre et ainsi contribuer aussi à faire grandir toutes ces structures qui en ont l'envie et le besoin. Donc pour ça, il y a plusieurs clés qui me semblent intéressantes dans notre réflexion. La première clé, c'est une manière peut-être de repenser les messages à la fois des structures de la transition, mais de tout l'écosystème, comme le précisait Martin, en distinguant 4 concepts qui sont un peu différents. Donc le concept de visibilité, de lisibilité, d'accessibilité et de désirabilité. Alors, je vais m'expliquer et illustrer tout ça. Quand on parle de visibilité en communication, c'est est-ce que finalement les personnes qui le souhaitent peuvent accéder à une information sur des solutions, des alternatives qui sont proposées par des structures de la transition. Est-ce que quand elles cherchent sur Internet, elles peuvent tomber sur des sites, sur des réseaux sociaux, sur des annuaires qui recensent les choses pour vraiment avoir une information qui va leur permettre de passer le pas. Donc ça, c'est un premier axe sur lequel on peut travailler, c'est faire en sorte d'être présent et accessible pour des personnes qui nous rechercheraient. C'est peut-être la première chose finalement auquel on pense quand on parle de communication et de mobilisation, mais qui n'est pas le seul enjeu. Le deuxième enjeu, c'est celui de la lisibilité. C'est quand j'arrive sur le message, l'information que j'essayais de trouver, est-ce que finalement je vais pouvoir le comprendre? C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisamment clair, c'est suffisamment bien expliqué pour que la personne puisse s'approprier l'alternative, la solution et se dire que oui, elle peut embrayer derrière. Ça, c'est vraiment un second axe, il me semble, d'amélioration pour les structures et pour l'écosystème, pour que les personnes passent le pas de se lancer sur un sujet sur lequel elles ont trouvé une information. Donc, voilà, deuxième piste importante. La troisième piste, c'est celle de l'accessibilité. C'est quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe à comprendre. C'est est-ce que, ça renvoie à est-ce que la personne qui finalement a une information va se sentir suffisamment proche de l'univers, du message qui est proposé par la structure, ou est-ce qu'elle va se sentir très très éloignée de cet univers socialement, psychologiquement, ce qui fait que ça va lui sembler être une prise de risque extrêmement importante de pouvoir la rejoindre. C'est le retour d'expérience que nous font souvent des personnes qui arrivent à Anciela pour la première fois, qui sont au tout début de leur prise de conscience et qui, quand elles arrivent, je ne sais pas, dans une association, mais aussi dans des entreprises qui ont un discours, par exemple, assez militant, vont se dire, en fait, c'est beaucoup trop loin de moi, donc ça ne me ressemble pas, ce n'est pas mon identité, et donc je ne peux pas
passer le cap et rejoindre des initiatives qui, par ailleurs, auraient pu me parler. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir comment finalement on a des formes de communication qui ne nécessitent pas aux personnes qui sont au début de leur dynamique d'être arrivées dans leur réflexion en étant très très avancées en matière de transition, mais voilà, qu'elles puissent se dire que c'est accessible pour elles, que c'est des choses qui sont, nous on appelle ça porte d'entrée, c'est-à-dire facilement rejoignables quand on est au début de son processus. Donc voilà, peut-être troisième axe à travailler dans nos communications. Et quatrième axe, c'est celui de la désirabilité, c'est-à-dire comment est-ce que toutes ces alternatives, ces solutions qu'on propose vraiment font envie aux personnes, sont désirables, puisqu'on sait que c'est quand même un réel vecteur de passage à l'action et de mise en mouvement. Quand on parle de désirabilité, on peut peut-être distinguer deux types de désirabilité. Je donnerai à chaque fois un exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Il y a la désirabilité qui est plutôt la désirabilité spontanée, c'est-à-dire une désirabilité qui est immédiate parce qu'elle s'appuie sur des références qui correspondent déjà à nos habitudes. Donc, par exemple, quand on dit à quelqu'un, quand on peut encourager quelqu'un à faire du vélo en lui disant tu vas voir, ça va être bon pour ta santé, tu vas être plus rapide, tu vas pas être contraint par des bouchons, quoi que ça commence pour, même si c'est une bonne nouvelle, ou ça va te déstresser, tu vas pouvoir profiter autrement de la ville. Là, ça correspond quand même à des envies que la personne peut identifier aujourd'hui, et donc c'est suffisant pour lui permettre de passer à l'action, en tout cas quand voilà, ça correspond à des motivations qu'elle a. Mais il y a une autre forme de désirabilité qui est plutôt une désirabilité qui nécessite en fait de créer des nouveaux imaginaires. Et c'est ça souvent l'enjeu quand on parle de transition, c'est qu'il y a un enjeu pour que ça fasse envie de passer par un processus de sensibilisation, d'éducation, pour que les personnes soient habitées par d'autres valeurs qui l'amènent à penser que quelque chose fait envie alors que ce n'était pas le cas au début. Et un bon exemple de ça, c'est la question de la nature en ville. Pendant extrêmement longtemps, la norme de la beauté et de ce qui était désirable en matière de nature en ville, c'était des pelouses extrêmement bien tondues, une absence de mauvaises herbes ou végétation spontanée à un certain nombre d'endroits. Il fallait en gros que ce soit propre. Et, et là, il y a depuis plusieurs années toute une déconstruction de cet imaginaire par un certain nombre d'acteurs, jardiniers participatifs, acteurs de la biodiversité, pour faire bouger nos représentations de la beauté et amener les personnes à trouver qu'une prairie non tondue est plus belle qu'un gazon parfaitement carré. Ou que de la même manière, tous les végétaux qui ensauvageraient la ville seraient quelque chose qui ferait tellement envie. Voilà, donc c'est deux formes deux temporalités différentes de désirabilité, mais sur laquelle on peut jouer pour amener davantage de personnes à se lancer. Voilà, c'était pour un dernier axe de travail pour voilà, repenser nos modes de communication, de mobilisation et de sensibilisation. Deuxième grand axe sur cette manière de changer, de casser pardon, le plafond de verre pour changer d'échelle, c'est finalement de repenser notre stratégie dans la manière de mobiliser les personnes. Ce que nous, on remarque souvent, c'est que beaucoup de structures, quand elles commencent, ont une vision je dirais, de la société qui serait un petit peu comme coupé en deux grandes groupes de personnes. D'un côté, des personnes qui seraient extrêmement sensibles et conscientes sur les enjeux écologiques et qui auraient déjà évolué dans leurs pratiques et qui se seraient appropriées les solutions et les alternatives dont on parle. Et de l'autre côté, des personnes qui seraient très éloignées, indifférentes,
Et naturellement, elle pense tout de suite à comment est-ce qu'on peut toucher les personnes les plus éloignées en se disant que c'est ça vraiment l'enjeu. Et le problème, c'est que ça les confronte souvent à des murs puisque la personne est tellement loin qu'elle est difficile à atteindre. La proposition qu'on voulait faire là, c'est d'être vraiment dans une logique plutôt de cercle, où l'objectif pour chaque structure, ça va être vraiment d'identifier quels sont les différents cercles qui existent autour d'elle, avec naturellement un premier cercle qui correspond aux personnes qui sont déjà extrêmement sensibles à une cause. Donc, par exemple, pour les curieux, très sensibles à la cause de la mode éthique, avec une compréhension des enjeux, et avec déjà une évolution des pratiques en matière de mode. Donc, quand ils essayent de communiquer, c'est déjà vers eux qu'il s'agit d'aller pour faire en sorte qu'il y ait déjà des premières personnes qui viennent, mais progressivement, il faut aussi identifier d'autres cercles avec des personnes qui vont être de plus en plus éloignées, mais pour être plutôt dans une logique de communication qui serait celle d'une coquille d'escargot. On part des personnes qui nous sont proches pour aller de plus en plus loin vers les personnes qui ont peut-être plus de mal à se projeter dans notre solution, et ce qui nous permet finalement à chaque fois d'avoir une communauté qui est plus élargie et qui nous permet d'aller toucher ceux qui sont autour de nous. Donc ça crée finalement un effet boule de neige, un effet tache d'huile qui nous permet d'aller toucher l'ensemble de la société, et grâce à toutes les personnes qui sont devenues des ambassadrices, des relais, des alternatives ou des solutions qu'on essaye de faire grandir. Donc voilà pour mes apports, et je redonne la parole à Martin sur les autres axes qu'on va aborder. Merci. Alors peut-être avant de reprendre la parole, on a un petit souci technique. Il semble que des personnes n'aient pas le son. Est-ce que c'était spécifiquement Laurie et Lorenzo qui avaient un problème de son, ou est-ce que tout le monde nous a perdus? C'est rebond pour toi maintenant, Laurie? Top. Ok, ça marche. On a eu un petit souci de quelques personnes qui avaient plus le son quand Fanny parlait. Mais ça a l'air d'être revenu pour Laurie, donc c'est tout bon. Top, ça marche. Alors, du coup, les deux autres points à évoquer sur cet enjeu de casser le plafond de verre, qui sont un peu plus ordinaires, disons que les points que Fanny a présentés sont vraiment des points conceptuels sur lesquels on bosse depuis longtemps et où on a quand même un certain nombre de certitudes, en particulier, comme le disait Fanny, pour aller un peu à contre-courant des idées reçues qui pensent qu'il suffit d'aller vers les plus éloignés pour que ça marche, ou qu'il suffit d'être visible pour qu'on ait du monde. Là, c'est des trucs peut-être un peu plus banals sur la présence numérique et la présence médiatique à partager avec vous. Donc sur la présence numérique, naturellement aujourd'hui, c'est important de se le dire, dans le dialogue qu'on a eu avec les personnes des différentes structures d'attention avec lesquelles on a pu échanger, les réseaux sociaux ont une centralité très importante. On même, je dirais, pour dire, phagocyter aujourd'hui notre énergie en termes de communication. On pense réseaux sociaux un peu au quotidien. C'est quelque chose qui est évidemment nécessaire. Par contre, c'est quelque chose qui a un certain nombre de limites assez importantes dans notre pratique de communication pour aller toucher plus loin. Puisqu'en fait, le premier point, deux points à avoir en tête, on va clé sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est que les processus sont quand même assez irrationnels. La plupart de nos autres outils de communication, par exemple les newsletters, les événements, on a le temps de se créer notre posture, notre position, on a le temps d'organiser le dialogue avec les personnes, et on choisit, en fait, tous ceux qui viennent, on voit dans un agencement ce qui nous semble prioritaire à ce qui nous semble moins important successivement. Les réseaux sociaux marchent pas du tout comme ça. Si je partage, par exemple, si j'avais partagé un post ce matin, j'étais à RFI à 7h du matin, je me suis levé à 6h30. Si j'avais dit je suis à RFI à 6h30, je suis à RFI, émission machin, j'aurais eu un certain nombre de likes, quelques commentaires peut-être. Si je mets 6h30, première fois depuis 3 ans que je me lève aussitôt, émission de RFI avec Boris Devrac, grand moment machin, j'aurais eu 3 fois plus de likes. Il n'y aurait pas eu plus d'infos, à part considérer que mon mode d'organisation de mon sommeil est particulièrement crucial pour comprendre mon initiative. Je pense pas, ça éclaire pas grand chose, mais il y aurait eu beaucoup plus de likes. Donc c'est pas du tout rationnel par rapport à l'information qu'on veut transmettre, c'est complètement lié à des phénomènes de popularité.
et en particulier à des processus d'extimité, c'est-à-dire partage de notre intimité à des fins de communication, quoi. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs d'extimité. J'aurais peut-être tapé sur les doigts par Lucas qui défend ce concept. Ça, c'est déjà une première limite, c'est-à-dire qu'on maîtrise mal en fait la réception de nos informations et on ne maîtrise pas du tout la priorisation de la transmission de ces informations qu'on souhaiterait voir chez les personnes qui nous suivent, que ce soit des potentiels clients, des publics qu'on veut sensibiliser, etc. Et le deuxième point qui est important quand même, c'est que les réseaux sociaux constituent des cercles semi-fermés. C'est-à-dire qu'en soi, on est déjà sur nos communautés. Alors, on peut dire que c'est un peu la logique de l'escargot que présentait Fanny, mais du coup, ça peut être un escargot, c'est plus un escargot, c'est clairement un cercle. Donc, en fait, on tourne sur le même public dans notre post. Alors, on a toujours plein de vues, on dit, ah, super, j'ai plein de gens qui nous ont suivis, plein de gens se sont inscrits à tel truc, mais en pratique, c'est les mêmes, en fait. C'est-à-dire que on est sur ressasser le même public et donc on ne pète pas le plafond de verre. Les réseaux sociaux sont une bonne force, mais pour péter le plafond de verre, c'est pas nécessairement le meilleur outil d'une part, et d'autre part, pour que ce soit le meilleur outil, il faut qu'il y ait un supplément d'âme qui peut être de demander à plein de gens de partager, de lancer quelque chose d'un peu plus fort que d'habitude, et où là, du coup, l'effet populaire des réseaux sociaux pourra marcher. Mais c'est pas du tout une solution miraculeuse. D'autre part, en fait, c'est non sollicité un réseau social. Les gens, ils voient une publication, ils l'ont pas cherché. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est l'importance de Google et des moteurs de recherche, qui a été beaucoup sous-estimé, je pense, ces 3-4 dernières années, considérant que les gens arrêtaient de rechercher sur Google. Non, les gens continuent à rechercher sur Google. Ils tombent par hasard sur les réseaux sociaux sur un contenu plus ou moins sollicité, plus ou moins non sollicité. On ne recherche rien sur les réseaux sociaux, on se balade. Par contre, quand on a une vraie recherche à faire, c'est-à-dire au moment où on est vraiment réceptif pour capter une information, c'est au moment où on tape dans un moteur de recherche. Pour nous, par exemple, sur l'Institut de Transition, cherche formation, transition écologique, Lyon, quoi. Si on tombe sur nous directement, bah, c'est bien. Si on tombe d'abord sur un truc d'une boîte Afrique X ou Y, bah, c'est pas terrible pour nous. Enfin, et ou d'une alternative chouette, tant mieux pour elle, quoi. Mais du coup, on a un enjeu à être présent parce que c'est le moment où les personnes sont captives, quoi. Elles ont envie. Et en bout du compte, c'est pas un truc très difficile à maîtriser, mais c'est un truc sur lequel on n'est pas du tout formé, on n'a pas les billes et où Internet peut être un peu obscur. Donc c'est typiquement le genre d'enjeu sur lequel nous on s'est positionné pour poser de la formation aux initiatives de la transition parce que en fait de manière très simple on peut progresser assez efficacement et du coup gagner beaucoup de gens. Alors c'est peut-être pas un gros volume de visiteurs, mais c'est les visiteurs qui sont arrivés au bon moment parce que ils viennent de taper dans leur barre de recherche cherche vêtements éthiques seconde main. S'ils arrivent sur Ethic to Hand et pas sur Vinted, bah c'est mieux quoi. Ethic to Hand qui est une initiative de plateforme de seconde main de vêtements éthiques. Donc c'est quelque chose qu'on doit maîtriser et donc sur la présence numérique, les réseaux sociaux sont une évidence et pour moi c'est très important de mettre en lumière que les moteurs de recherche sont absolument décisifs et ne sont pas toujours vus comme une évidence ou alors vus comme quelque chose de magique. On espère qu'on sera bien mis dessus en mettant quelques mots-clés. Non, il y a une vraie stratégie à avoir, tout à la faire évidemment concilier avec une certaine éthique. On ne va pas se mettre à publier 10 articles de blog avec le max de mots-clés alors que ça n'a plus aucun sens pour le lecteur. Là, ça serait aussi préjudiciable. Mais il y a un peu de marge entre les deux, un peu de nuance de gris entre les deux. Deuxième sujet qui est la présence médiatique, qui est un deuxième point compliqué pour nos orgas de la transition. Comment on arrive à être sur les médias avec un peu deux enjeux de cette présence médiatique. Ça va être de toucher les néo-entrants, donc toucher des personnes qui débarquent dans le monde de la transition et qui en fait ou peut-être n'ont pas du tout débarqué, mais en fait tombent sur Boris à la télé, tombent sur moi à la télé, tombent sur je sais pas qui passe souvent Johan de Mineka à la télé. Et se dit ah mais c'est intéressant ça, tiens, c'est la première fois finalement j'en ai parlé avec mon petit-fils ou tiens j'en ai parlé avec la voisine, c'est pas inintéressant quoi. Donc ça a un impact et ça a un impact sur ces néo-entrants aussi sur un principe vraiment à la con mais qui est le principe de vue à la télé. Si on est passé sur France 3 Régions, c'est quand même que ça doit être pas mal, ça doit être bien. Les journalistes font un peu leur travail, ils font un peu gaffe. Si on est présenté, c'est que on mérite quand même d'être un peu connu. Donc ça c'est le premier truc sur les néo-entrants. Deuxième truc qui est intéressant avec la présence médiatique quand on arrive à l'obtenir, c'est qu'en fait on l'utilise ces cercles. Ça permet de casser le plafond de verre sur les réseaux sociaux parce qu'en fait quand on poste une présentation sur les médias, en particulier sur un média on va dire vidéo, interview par exemple, en fait on va avoir beaucoup de partages. Et puis c'est quelque chose que les gens aiment transmettre parce que c'est pas des gens qui se mettent en valeur eux-mêmes. C'est bien mis en valeur dans le cadre d'une émission.
Donc ça a l'air beaucoup plus, on se dit c'est quand même beaucoup plus chouette à partager. Quelqu'un qui se présente, on se dit c'est lui-même fait sa propre promotion. Là, c'est une émission, c'est chouette et c'est intéressant. La stratégie pour ça, elle est un peu complexe à mettre en place et ça demande un vrai travail pour les structures et c'est pas à négliger. On peut pas se dire je vais avoir des retours médias parce que je suis chouette. Je connais plein d'initiatives chouettes. Je crois que j'ai cité un petit peu sur l'ombricompostage et Isenia par exemple, c'est une initiative très chouette. Les éco-gardiens c'est très chouette. Leurs actions sur l'ombricompostage c'est très chouette, mais bon, on les verra jamais nulle part parce que c'est pas quelque chose qu'ils investissent. Et en fait, il faut du vrai temps pour l'investir, ce genre de médias. Et avec une stratégie. Alors, il y a la stratégie, mon initiative est chouette, qui marche un peu, mais en fait, assez vite, on comprend que pour les médias, il faut être perçu comme un témoin, quelqu'un qui sait parler de plein de sujets, mais témoigner avec son expérience, être un expert, quelqu'un qui sait parler de plein de sujets, mais sait apporter de l'expertise, sait être crédible, être sérieux, ou en fait un truc qu'on veut montrer d'inspirant ponctuellement comme ça au fil de l'eau, parce qu'en fait c'est les journalistes qui nous positionnent sur leur grille, c'est pas nous qui nous positionnons sur la leur, c'est eux qui nous positionnent sur leur grille. Donc en fait on doit rentrer dans des cases et c'est pas toujours au moment où on le voudrait, mais on le prend parce que c'est toujours bienvenu. Et ça, par exemple, je sais pas si on est une recyclerie BTP comme Mineka, Joanne qu'elle soit vue comme l'experte sur le zéro déchet dans le bâtiment pour tous les journalistes, de telle manière que ils puissent l'inviter et à chaque moment, elle rappelle, comme moi j'ai été invité comme l'expert de les citoyens qui se bougent sur la région lyonnaise, sur la transition écologique à RFI. Et du coup, ça me permet de parler de l'Institut, ça me permet de parler d'Antia, ça me permet de parler d'autres initiatives que je souhaite mettre en valeur, mais pas parce que je viens pas au nom de cette initiative qui va être mise en valeur, mais au nom de mon regard, quoi. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête. Si on se dit juste le média, c'est un moyen de faire sa pub, on peut plier les Gaules tout de suite et on aura trois trucs et puis c'est tout, quoi. Parce qu'on va pas rentrer dans leur logique. Ou alors on a une initiative très 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 attractive et où spontanément les journalistes font le boulot pour nous. Mais même là, c'est pas forcément une bonne chose parce que si on n'est pas prêt à gérer notre stratégie de communication, je prends l'exemple de la SPV, la Société Protectrice Végétaux, où il y a eu beaucoup de battage médiatique. Ça a amené beaucoup de monde et beaucoup de contacts pour le fondateur de cette structure, à un moment donné où elle n'était pas forcément prête. Il n'était pas prêt à recevoir autant. Donc ça a surchargé son temps. Et, c'est un défi pour lui, quoi. C'est bien en soi, mais vaut mieux que ça puisse être compris comme une stratégie conscientisée, quoi. Donc c'est quelque chose qui nécessite de se poser pour à la fois le contrôler l'impact et en tirer le meilleur. Sinon, on prend le risque d'envoyer beaucoup de communiqués de presse, dire les médias s'en foutent en fait. Et mine de rien, il y a un impact pour nos structures, donc individuellement, Anciela, Institut, TGG, Mineka, etc. Chacun a intérêt à être dans les médias, mais il y a aussi un enjeu pour nos écosystèmes. C'est-à-dire que si c'est pas nous, c'est d'autres. Et ces autres, c'est pas nécessairement ceux qu'on aimerait avoir. J'ai pas forcément envie, quand on parle d'énergie renouvelable, que ce soit le premier fournisseur d'énergie nucléaire au monde qui parle des énergies renouvelables, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui y travaillent. Ça m'embête que ce soit pas Marc Jelinska, je vais pas y arriver, désolé pour partage du nom de Marc, qui est le directeur des SPUL, qui soit là pour en parler, ou Alex, le directeur d'ALEC, de l'agence locale d'énergie et du climat. Enfin, c'est cet enjeu d'être tous présents dans les médias pour ne pas laisser la place à des trucs qui ne seraient pas exactement ce qu'on a envie de porter. Donc, c'est à la fois une responsabilité pour nos structures, mais aussi la fabrication d'un contexte. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est donc cette question des évolutions collectives. On a on va dire, clientèle, patientèle, communauté, chacun utilisera les mots qui lui correspondent suivant le type de structure qu'il a, spécifique à nos structures. Mais en fait, quand on nourrit notre communauté, quand on nourrit notre clientèle, notre patientèle, de connaissances, de savoir, d'expérience, de vision, en fait, on nourrit quelque chose qui va avoir des impacts sur les autres. Si je parle zéro déchet, zéro gaspille dans l'alimentation, je fais récup les gamelles à des gens, ça les sensibilise, mais ils vont se dire ah mais l'alimentation c'est important. Et s'ils voient des trucs de belle bouffe ou des trucs du réseau des AMAP, ils vont être beaucoup plus prêts à y aller parce qu'ils auront été sensibilisés préalablement. On peut voir, nous à Anciela, on suit les carrières d'engagement des gens, on voit les structures portes d'entrée qui sensibilisent des gens dans la communauté et comment en fait il y a tout un chemin qui se fait de rebond en rebond. Donc des gens qu'on touche chacun de nos côtés, en fait nourrit en fait un mouvement global et il peut y avoir des enjeux à ensemble
en tant qu'écosystème, au pluriel, en tant qu'ensemble d'écosystèmes qui portent le même horizon, à avancer ensemble. Donc le cas que je voulais partager, c'est un peu comment on pourrait appeler ça, c'est pas une information exclusive parce qu'elle est sortie dans les réseaux vu qu'on mobilise des relais, mais avec Ancilla, il y a un appel des 100 qui va être lancé de 100 associations de transition écologique et solidaire pour dire on a besoin de plein de gens qui s'engagent chez nous et avec nous, comme bénévoles ou comme relais, comme ambassadeurs, comme refuge LPO pour la LPO. Donc on a besoin que toute la société se mette en mouvement si on veut accomplir la transition écologique. Et à Lyon, on est 100 associations à dire venez nous aider, venez chez nous, venez à côté de nous et ensemble on va y arriver quoi. Et ça en fait c'est typiquement le genre de démarche pour péter à un moment donné ce plafond de verre collectivement pour qu'après ça puisse être redistribué à chacun suivant ce que les gens ont envie d'aller vivre, d'aller faire, d'aller mener. Et effectivement, je peux commencer à m'engager entièrement, me dire en fait si j'ai vraiment envie d'être bénévole, c'est à TGG parce que moi c'est la conso mon truc. Et bah en fait ça aura commencé ces armes entiers-là, puis ça aura été après ailleurs quoi. Mais c'est cette fertilité collective qui est absolument indispensable, d'où par exemple les processus coopératifs. On en discutait hier avec Clarisse, avec Armand Rosenberg de la CRES, qui est aussi le DG de Val Horizon, qui est une structure sur Trévoux. Comment on crée une coopération qui permet à un moment donné qu'il y a un enrichissement collectif parce qu'il y a un processus de dialogue permanent. Donc c'est ce qui se fait aussi dans les PTCE, donc ce qui est le cas de Val Horizon qui est un PTCE, c'est le cas du PTCE qui est en train de se construire avec 100 façons, ou en tout cas le processus comparable à un PTCE qui est en train de se construire avec 100 façons sur la mode éthique. C'est le cas dans ce qui est en train de se construire autour de la justice alimentaire, autour de VRAC, du GESRA et de Belle Bouffe et d'autres acteurs engagés. Et donc c'est ce processus-là qui, à mon avis, est absolument décisif aussi, indépendamment de tout ce qu'on a présenté avec Fanny avant, pour réussir soi-même. On réussira jamais mieux nous-mêmes que si tous les autres autour de nous réussissent. Donc voilà pour un certain nombre de pistes pour le premier défi, casser le plafond de verre dans une optique de changement d'échelle. Et donc avant de passer à notre troisième partie, on va s'arrêter sur le deuxième défi qui était comment structurer les structures de la transition. C'est un petit peu redondant pour leur permettre de grandir. Et donc je redonne la parole à Martin qui était bien lancé. Ouais, j'ai un peu beaucoup de temps de parole sur ce point-là, étant un habitué des webinaires, que c'est quand même une recherche qu'on a co-construit essentiellement avec Clarisse et en dialogue avec un peu toute l'équipe de l'Institut et d'autres personnes que j'ai pu citer au fil de l'eau. Donc là, le deuxième grand défi, c'est comment une fois qu'on a plein de monde qui débarque, que ce soit des bénévoles, que ce soit des clients, que ce soit des adhérents, que ce soit voilà, une communauté en demande de ce qu'on a à lui proposer dans ces structures. Chacun va avoir un truc très différent à proposer. Il y a un enjeu d'être capable de le faire. Enfin, je prends l'exemple tout bête cet appel des 100 qu'on va lancer. Si on a 3000 personnes qui nous disent ah bah, génial, je veux m'engager, comment je fais, est-ce que je peux vous voir en vrai, je prends 2 heures avec vous, il y a moyen, au risque de morfler significativement. Donc il faut être préparé à chaque étape de croissance et de pouvoir justement anticiper. Alors ça c'est le premier point à vous partager qui pour moi est assez important quand on parle de cette question de le changement d'échelle et de la croissance, de pas penser une sorte de pente douce, comme j'ai pu le dire un peu simplement, comme si par contre la structuration, elle, c'était aussi en pente douce. Il faut plutôt penser à un système en looping. On a des paliers, donc à chaque palier, on doit passer une étape, donc avec une nouvelle structuration, un nouveau mode d'organisation, des nouveaux équilibres qui se jouent. Mais en fait, on revient sur tous les sujets à chaque fois. On revient sur les sujets RH, on revient sur les sujets communication, on revient sur les sujets modèle économique. C'est jamais stabilisé. C'est qu'à chaque fois, on fait un looping. Alors, c'est un peu fatigant, mais c'est pour ça qu'il faut du temps de disponibilité pour pour les personnes qui entreprennent ou qui dirigent la structure. Mais c'est quelque chose qui est absolument à comprendre. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Et c'est pareil pour les organisations. C'est un poème d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. On fait ce looping et donc on revient, on revoit tous les process et on adapte. Plus on le fait avec prévision, plus on le fait en tranquillité, plus ces loopings ils sont agréables et on a le sentiment de
de faire un beau voyage en planeur, plus évidemment on décide de ne rien prévoir, enfin, on décide, ou en tout cas on ne se met pas en posture de prévoir, plus en fait ça ressemble à une gentille chute libre en plein orage, avec l'espoir de pouvoir redresser à un moment donné, quoi. C'est un peu violent dit comme ça, mais il y a des structures qui se relèvent pas en fait de changement d'échelle qui foirent. Donc c'est quand même un truc à pas manquer. Et cette image de ayant un frère qui fait de la voltige en planeur et en avion, ça m'a inspiré. C'est pas tout à fait climate friendly, on dirait aujourd'hui, mais c'est une image que vous pouvez avoir de se dire, bah en fait, de toute façon, je vais faire un looping, autant le rendre le plus agréable possible. Parmi ces défis, nous, on a identifié 2 qui nous semblent prioritaires. Dans le rapport qu'on va rendre qu'on va communiquer, publier pour tout le monde mi-février, fin février, on en aura d'autres qui seront mis en lumière. Là, les 2, c'est vraiment autour des ressources humaines et autour du modèle économique. Autour des ressources humaines, il y a cet enjeu central des personnes qui vont nous rejoindre. Avec trois termes qu'on a mis là: recruter, intégrer, former. Sachant que recruter, il y a intégrer, il y a accueillir et intégrer, quoi. D'abord, comment on attrape les personnes quand elles arrivent, et puis après, comment pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait les accompagner pour qu'elles s'intègrent. Sachant qu'on a une spécificité très atypique dans le monde de la transition, c'est que globalement, on ne recrute pas des gens qui sont faits pour ce qu'on va faire. C'est-à-dire que concrètement, quels que soient les boulots, hein, pratiquement, vu que c'est des structures qui sont en émergence, vu que c'est des défis qui sont nouveaux, vu que c'est des ruptures dans les métiers, en fait, on n'a pas d'épiciers qui sortent de formation d'épicerie. En proportion, c'est très faible. On n'a pas de personnes, même dans la com des orgas, qui ont vraiment une formation de com. Souvent, ils font un peu les deux. Ils sont pas contre, mais ils viennent de quelque chose et ils prennent des compétences com, mais ils sont pas du tout c'est pas des experts de la com nécessairement, quoi. Donc on prend des gens qui sont souvent sur des principes intentionnels et motivationnels. Ils ont envie de participer au combat, ils ont envie d'être utiles, et il y a une sensibilité commune qui amène à agir ensemble. Et ça, je prends des exemples à l'appel. Je pensais là spontanément parce que on a un temps ensemble. Andrea, qui est une des premières salariées des alchimistes, elle a fait Sciences Po dans le même master que moi, qui est en conduite de développement durable des territoires, conduite de projet de développement durable des territoires. Donc autant dire, ça ne destine pas à bosser dans le développement commercial des alchimistes, quoi. Donc ça, des profils, on en a à l'appel. Donc les recruter, il y a un vrai processus. Au début, on recrute dans nos cercles. Toutes les organisations pratiquement font ça. C'est très rare de voir une structure de moins de 3 salariés recruter en fait avec une offre. Ça arrive, hein, je dis pas que mais c'est rare. En général, il y a un système déjà au sein des premiers fondateurs fondatrices, on trouve 1, 2, 3 personnes, puis en fait, souvent c'est dans les réseaux qu'on cherche les suivants. Mais à un moment donné, on bascule sur du recrutement qu'on va appeler externe ou semi-externe, quoi. Donc entièrement externe, c'est on balance une offre partout. Semi-externe, c'est dans certains réseaux, auprès de certaines personnes, mais c'est des gens qu'on connaît déjà beaucoup moins, qui nous connaissent déjà beaucoup moins. Et là, il y a un défi déjà à bien recruter. Donc il y a quelques conseils qu'on donne. Le plus évident pour moi, celui qu'il s'agit toujours de partager, c'est ne pas passer par la lettre de motivation, c'est de la merde. Vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est nul. Donc, et pourtant, on le fait tous. Enfin, nous, on le fait plus, mais c'est un truc que je vois partout. C'est passer par un questionnaire où on pose des vraies questions aux gens et ils répondent. C'est avec Typeform, avec Frama, avec Google, avec ce que vous voulez, de préférence plutôt avec Frama, mais vous êtes libre de vos outils les plus efficaces et les plus libres. Mais on a des réponses aux questions qu'on se pose et on peut vraiment analyser les candidatures. Une lettre de motivation, c'est tellement guindé que de toute façon, on analyse que dalle, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui s'ajoute au CV, évidemment, qu'on dit toujours. Et il y a plein de petits trucs et astuces qui permettent déjà de beaucoup mieux recruter. Après, il y a l'enjeu de l'intégration. Et là, c'est un vrai défi sur lequel on est un peu tous confrontés. C'est que en fait, quand on recrute quelqu'un qui vient d'un autre monde, souvent, qui a beaucoup d'intentions, il y a un syndrome. Là, je prends, parce que Johan en privé me disait que c'est une très bonne idée le questionnaire. Je prends une image de Johan qui est le syndrome de la Tour Eiffel. C'est Chinois et Japonais qui arrivent à Paris et qui se disent bon la Tour Eiffel c'est génial, c'est absolument merveilleux, j'en ai toujours rêvé. Et puis ils arrivent devant un truc moche qui fait même pas la taille d'un immeuble. Et là, c'est la déception et c'est le drame, quoi. C'est un peu ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent de partout avec plein d'intentions, plein d'espoir et aussi une très forte sensibilité, puisque c'est ça qui les a amenés à agir dans le monde de la transition écologique et solidaire, et qui en fait vont devoir être accompagnés pour s'adapter et comprendre en fait les règles, comprendre que c'est pas tout à fait. C'est Caroline d'Anthropologia qui nous partageait que elle avait des salariés qui se retrouvaient avec des fiches de temps à Anthropologia et qu'ils étaient surpris.
Bah oui, en fait là pour le coup, c'est de l'animation, donc il y a besoin de fiches de temps pour bien respecter les règles. Et bah oui, il y a des trucs, c'est pas si différent d'ailleurs, ou il y a des trucs, c'est très différent d'ailleurs. Et ça, c'est des choses où il y a un vrai enjeu dans nos organisations, on va dire de 3 à 20 salariés, être capable de mettre en place des process pour vraiment permettre aux personnes de s'acculturer. C'est pas tant de prendre les compétences techniques que de prendre en fait la culture comportementale, la culture vocabulaire, qui va forger en fait l'organisation. Et culture, dans un autre monde, on dirait culture d'entreprise, quoi. Lucas, qui est un peu notre spécialiste, il aurait été là avec nous aujourd'hui, mais il fait cours aujourd'hui, donc il peut pas être dispo. Il est à Nouvelle-Voie côté institut, mais il parle de culture d'entreprise, culture d'organisation. Ben, c'est ça en fait qu'il faut transmettre, ce qui est à la fois une culture par orga, mais aussi une culture assez commune au monde de la transition, parce qu'on se rend compte qu'en partageant entre on va dire les 30-40 dirigeants, dirigeantes avec lesquels on dialogue, ben, qu'en fait on est un peu confronté aux mêmes réalités, on voit un peu les mêmes choses. Et former évidemment sur les enjeux techniques, puisque bah, comme on recrute des gens qui ne sont pas à fond sur le champ de compétences, bah, en fait, il y a à les acquérir et nous, on l'a vécu et on en a discuté un peu avec tout le monde. En général, on prend des moutons à 5-6 pattes. Du coup, forcément, et les pattes, elles sont pas forcément aussi bien développées. Et donc, un des enjeux, c'est de pouvoir donner les billes. Et ça, c'est le but de boîte à outils, quoi. Bon, qu'on partagera tout à l'heure. Et puis le dernier point, je vais être assez bref parce qu'on a un tout petit peu débordé si on veut pas faire, j'ai un tout petit peu débordé si on veut pas finir trop tard, c'est construire et éprouver son modèle économique. J'en avais dit déjà 2 mots, c'est à chaque fois adapté au contexte du secteur et de l'organisation, mais c'est bien construire et éprouver, c'est-à-dire qu'un modèle économique n'est pas un objet, c'est un objet théorique au moment où on le pose sur le papier, mais c'est un truc qui se vit sur le terrain et qui bouge au jour le jour sur le terrain. Et quand on dit bah, j'ai trouvé mon modèle économique, non, tu as construit un modèle économique dans un contexte donné, mais le contexte il va changer, ton orga va se transformer, donc c'est un travail permanent de bien sentir les évolutions, de bien adapter, et ça c'est pas spécifique au monde de la transition. Le monde de la transition a le défi d'avoir des modèles innovants au sens nouveau, et c'est pas bien d'être innovant, c'est chiant, c'est galère, c'est du travail. C'est plus simple d'avoir un modèle pas innovant. Au moins on se fait pas chier. Bah, en fait, voilà, il y a ce défi en plus, mais de toute façon, même dans les structures traditionnelles, le modèle économique, il doit toujours être éprouvé. Et vous prenez un gars qui monte un resto complètement classique, il vous donnera 8 ou 9 règles qui changent complètement la donne suivant où il s'installe, qui changent l'assiette, qui changent le nombre de couverts, qui changent. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est propre à nous, mais c'est quelque chose qui est évidemment un enjeu absolument décisif. Parce que si le modèle économique ne tient pas, si on ne génère pas assez de richesse, bah en fait, on va mettre l'organisation en tension, on va mettre l'équipe en souffrance, et à un moment donné, ça sera compliqué. Alors c'est le cas de la plupart de nos organes. Donc ce que je dis, c'est ce qu'on vit, mais c'est un défi qu'il s'agit de relever et de faire progresser. C'est aussi pour ça qu'on bosse dessus côté institut activement, et c'est une de nos préoccupations premières parce que c'est un des points les plus bloquants pour beaucoup d'organisations. Merci Martin d'avoir accéléré sur la fin pour qu'on puisse tenir notre troisième partie et garder 5 minutes pour les questions, tout en finissant à 14 heures. Donc c'est un beau défi. Là, on va pouvoir vous présenter des derniers éléments qui sont justement sur les outils et les dispositifs qui sont mobilisables aujourd'hui par toutes ces structures de la transition pour répondre aux défis qui ont été évoqués. Donc voilà, on va présenter à 3 voix avec Martin et Clarisse. Et donc, je vous laisse commencer. Je me souviens plus si c'est Clarisse ou moi. C'est Clarisse, c'est moi là. Normalement, c'était toi, oui, effectivement. D'accord, ça marche. Donc en fait, quand on parle des outils et dispositifs pour avancer face à ces défis, l'idée c'est de dire, bah voilà, on est dirigeant, dirigeante, salarié, permanente d'une structure de la transition, bah comment on agit face à ces défis. Donc le premier conseil qu'on souhaitait partager, c'est d'abord d'identifier les acteurs nœuds de son champ d'activité. Ce qu'on appelle nous acteurs nœuds, enfin l'image est assez parlante, c'est qu'il y a la confluence de plusieurs fils et qui connaît ces fils et est capable de les expliciter, de les partager, de nous donner à voir en fait ce qu'on doit savoir, ce qui est plutôt secondaire, de nous nourrir vraiment à un moment donné où on est un peu en galère, enfin pour avancer. Donc le premier champ, c'est les acteurs expérimentés pour partager leur retour d'expérience, pour avoir leurs conseils d'experts, pour avoir des conseils sur les formations à suivre, sur les lieux ressources. Tout bêtement, quand j'accompagne une personne qui souhaite monter une recyclerie BTP, je dis ce serait chouette d'en parler à Joanne.
c'est un acteur expérimenté, elle connaît un peu tous les acteurs, elle est structurée avec eux, elle te donnera quelques conseils, elle te partagera des choses puisque tu es sur un autre territoire et ça pourrait être intéressant. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs expérimentés comme ça qui vont être clés comme pour nous aussi, hein, quand je me pose des questions, je me dis, je vais parler avec Armand Rosenberg de Valorizon qui va me partager plein de choses, je note plein de choses et au moment où je note, je me dis ouais, c'est ce que je vis, mais j'avais pas mis ces mots-là, j'avais pas compris ça comme ça. Ces types d'acteurs, en fait, ils agissent de cette manière-là. Merci, ça m'a donné des billes, ça m'a mis des mots sûrs, ça m'a permis d'avancer. Donc nous, évidemment, Institut de transition et par ailleurs des structures comme Ancilla sont des acteurs vraiment qui ont de l'expérience de pas mal de contextes, qui sont là pour partager ces expériences, expertises, connaissances, et qui donc constituent des lieux ressources pour vous, pour toutes les structures de la transition. Après, on a ce qu'on va appeler les structures réseau qui, en fait, mettent en lien, créent du frottement, créent de la rencontre, créent de l'échange. C'est pas du tout, d'ailleurs, antinomique des acteurs expérimentés. On peut avoir un acteur expérimenté qui est aussi une structure réseau. Donc là, on peut avoir le Grain, on peut avoir Sans Façon, donc le collectif que j'évoquais, le GESRA sur les épiceries sociales et solidaires, qui sont des lieux assez ouverts où on peut aller à des rencontres. L'espace, c'est pas un club fermé. Généralement, il y a des trucs qui sont pour tout le monde et des trucs qui sont pour les adhérents, mais c'est assez facile d'adhérer dès lors qu'on rentre un peu dans les catégories. Et puis, il y a des structures de mutualisation qui mettent en place des services pour vraiment aider les structures à avancer. Ça, c'est particulièrement le cas du GRAP sur épicerie transfo alimentaire, du Grenade sur les restaurants, où là, il y a un processus qui commence à structurer des offres de formation, de services mutualisés pour des adhérents qui bénéficient de ces services, avec des règles qui peuvent être différentes. Le GRAP, par exemple, on peut tous y adhérer si on demande, hein, évidemment. Le Grenade, pour le moment, il me semble, encore des structures qui sont issues des structures du Grenade, donc au départ du Béristan et du court-circuit. Peut-être que ça a un peu changé parce que ces structures, elles bougent et même nous, on ne suit pas toujours leurs modifications dans leur développement. Mais c'est des acteurs qui vont proposer des services vraiment utiles. Mais ça peut être, j'ai appris, je n'étais pas au courant, le CABV à Vénissieux qui va mettre en place des systèmes fiches de paie et accompagnement RH pour les associations. Ça, c'est une structure qui va permettre de mutualiser un truc qui nous fait potentiellement galérer et où, dès lors qu'on a de la mutualisation, on se libère ça de la tête et on peut se concentrer sur la priorité qui est quand même le développement de la structure, le métier qu'il s'agit de faire le mieux possible. On n'est pas censé penser fiche de paie, taux de marge tous les jours, quoi. Enfin, on est censé stabiliser un certain nombre d'informations pour pouvoir aller sur notre activité de départ, qui est ce qu'on aime, qui est de la cuisine, la couture, l'accompagnement social, plein de choses, quoi. Donc, ces acteurs-là, en fait, dans chaque écosystème, il y en a. Il y a des acteurs transversaux aux écosystèmes comme l'Institut, comme Ancilla, comme TGG, comme des services de la métropole ou des maisons des associations. Donc, suivant qui on est, en fait, on peut accéder à certains de ces endroits. Et puis, il y en a dans chaque écosystème, plus ou moins. Certains sont uniques dans leur écosystème, d'autres, il y en a 3-4 en concurrence, d'autres, il n'y en a pas trop. Et c'est un peu plus les acteurs expérimentés qu'il faut aller voir parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui officiellement se déclarent acteurs nœuds, quoi. Mais il y en a qui le sont officieusement. Après ces acteurs nœuds, il y a aussi des structures transversales d'accompagnement qu'on peut mobiliser et c'est toujours à toi, Martin, si je ne me trompe pas. Ah, d'accord. Ça marche. Du coup, sur les structures transversales, on a différents, on va dire, qu'à la fois des stades, mais aussi des types d'accompagnement. Donc, la pépinière d'Ancilla, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un accompagnement global du début à la fin d'une initiative. À la fin, mon initiative n'a plus du tout besoin d'accompagnement, mais ça peut être 5 ans après, l'initiative peut continuer à demander des rendez-vous d'accompagnement parce qu'il y a des défis sur lesquels elle a besoin d'être aidée. Et c'est toujours, par contre, les porteurs qui sont accompagnés, porteuses. Il y a les incubateurs sociaux qui, eux, sont sur des rythmes plus précis. Ronalpia, Alterincube en particulier, qui vont venir accompagner une étape du développement de la structure pendant une période donnée qui peut aller généralement, suivant les incubateurs, de 6 mois à 18 mois, avec des étapes de pré-incubation. Je vous invite à regarder les sites Ronalpia, Alterincube, mais qui sont sur la partie généralement où la structure n'a pas de salariés. Il peut y en avoir, hein, mais c'est plutôt pas ce stade-là qui est le stade où on voit intervenir les incubateurs sociaux. Il y a des acteurs clés du développement économique, LIV qui est Lyon Ville de l'Entrepreneuriat, la CCI, la CMA qui sont les chambres consulaires classiques, la chambre d'agriculture aussi si on a un projet d'agriculture, la chambre régionale d'économie sociale et solidaire,
Et là, on est sur des acteurs qui vont vraiment accompagner tout un écosystème de création, ce qu'on appelle généralement les acteurs de la créa, de la création économique, dont certains s'arrêtent assez tôt, d'autres, au contraire, vont jusqu'à la fin de vie de la structure. La CCI, elle est là pour les structures indépendamment de leur état d'émergence. On a des acteurs réseau qui sont un peu à la croisée des chemins. On les a mis un peu là, c'est un peu fourre-tout, mais où on peut pas leur dire vous êtes à cet endroit-là précisément. C'est le cas Lyon-Ville équitable et durable, qui a un réseau finalement qui fonctionne un peu comme un réseau, mais qui est aussi un label de la ville, qui est aussi une communauté avec des services que la ville met à disposition. C'est le 107 qui est un lieu d'accompagnement, d'accélération, de rencontres. Le Tuba, j'ai vu que Maritou était là, mais elle a dû partir. C'est aussi le CCO, le Centre culturel œcuménique à Villeurbanne, la Miette, qui vont être des acteurs qu'on peut avoir à la fois le lieu peut être utilisé, les salles peuvent être utilisées, mais ça peut être aussi un lieu pour trouver de l'accompagnement. Donc c'est une espèce de, on pourrait dire, de tiers lieux, mais parfois on pas de lieu, mais de tiers espaces, de tiers dispositifs qui sont un peu plus adaptables en fonction de plein de contextes dans lesquels les structures sont. Et parfois c'est pas du tout visible dans leur intitulé, qui peuvent vraiment rendre service. Et pourtant c'est le cas. Nous, le Tuba nous a souvent bien aidé, que ce soit Ancilla ou Institut, à des moments où on n'aurait pas pu penser que c'était, c'est pas écrit dans leur mission, mais c'est un acteur comme ça qui peut s'adapter et venir donner un coup de pouce pour que ça progresse. Et puis il y a les structures de formation et de développement qui vont accompagner le développement des structures. L'Institut Transition, évidemment, vous êtes avec nous, donc c'est un peu clair. L'URSCOP, qui est l'Union des coopératives, le Grenade, qui propose de la formation, SICABUL, et il y en a d'autres. Hein, là, je citais quelques-uns, mais c'était pour en donner, mais c'est pas exhaustif. Structures qui vont être là vraiment à apporter de la formation technique avec un axe. Là, j'ai cité ceux qui ont une culture ESS, écologie, solidarité, parce qu'évidemment, après, vous avez tous les organismes de formation possibles et imaginables qui existent, des plus précis aux plus industriels. Vous pouvez découvrir en tapant organisme de formation généraliste, et puis vous aurez une liste qui vous apparaît avec 40 annonces promotionnelles de Google avant. Et vous choisirez au hasard du petit bonheur à la chance. Mais là, c'est ceux qui, culturellement, sont dans l'écosystème de la transition. Maintenant, on va justement rentrer un peu plus en profondeur, le tout extrêmement synthétiquement, n'est-ce pas, sur ce que propose l'Institut Transition sur ces questions-là. Avec toi d'abord, Martin, sans exemples trop nombreux, c'était une qualité, mais aussi un défaut en matière de tenage de temps pour illustrer les formations boîte à outils, et on prendra la conclusion avec Clarisse. Oui, en 2 mots, parce que on vous enverra un message avec les informations, elles se retrouvent sur Internet. Boîte à outils, c'est un dispositif qu'on lance aujourd'hui, là en ce moment, pour les structures de la transition, donc pour leurs salariés, potentiellement leurs administrateurs aussi, si c'est pertinent, avec cet enjeu de les accompagner sur plein d'objets. Donc, pas de faire nécessairement un accompagnement global, comme ça peut être le cas dans la pépinière d'Ancilla, mais vraiment sur plein d'objets, des petits défis qui vont du référencement naturel à la communication sur les réseaux sociaux, en passant par les politiques de dons, qui sont des défis où on sait qu'il y a des besoins, et sur des formations courtes de 6 heures, de 3 heures, 6 heures, 12 heures, être en capacité de permettre le déclic, le passage au-dessus, qui a un impact très positif sur la structure tout de suite, quoi. Alors, ou le plus tôt possible. Et avec après un accompagnement possible sur le temps long qui permet de pas perdre le fil. Et donc, suivant les formations, il y a aussi parfois des temps qui sont proposés 3 mois après la formation, 8 mois, 6 mois après la formation, pour refaire le point, rééchanger avec les personnes qui ont été formées pour que ça s'ancre dans les pratiques. Le but pour nous, on n'a pas monté un institut de formation pour perdre notre temps qui est précieux. C'est vraiment de se dire chaque formation doit être utile, et on sera très vigilant et dans le dialogue avec tous ceux qui s'inscriront à ce que ce soit le plus utile pour chacun, parce que à travers l'utilité de la formation, c'est la transition qui progresse. Si on a réussi plein de formations, mais que la transition n'a pas bougé d'un iota, autant faire autre chose, quoi. Enfin, c'est autant se remettre sur le terrain et faire avancer. Donc, on croit vraiment que la formation sur ce qu'on a sélectionné est un outil qui peut permettre de passer un cap pour les structures avec des trucs et astuces comme avec des trucs fondamentaux. Et c'est un mélange de trucs et astuces, d'exemples et de trucs fondamentaux qui permettent aux structures de passer des caps. Donc, c'est un peu la vocation sur les items identifiés là, mais après, c'est très bien présenté sur le site grâce à Maëlle et Emma qui sont à pied d'œuvre sur le site. Vous aurez tout loisir. Et puis après, en fait, vous pouvez nous écrire pour échanger. Je crois qu'après, en plus, on en parle plus en détail.
Deuxième dispositif qu'on propose, c'est plutôt des dispositifs d'accompagnement collectif qui vont s'adresser à deux publics différents et donc qui n'ont pas les mêmes objets. Le premier dispositif d'accompagnement, c'est un dispositif en destination des dirigeantes et des dirigeants de ces structures de la transition qui sont confrontés à ces problématiques de changement d'échelle et de développement pour voilà, leur permettre d'échanger sur les défis rencontrés, leur posture entrepreneuriale, la direction d'équipe, dans une logique d'entraide et de soutien et d'identification de solutions à mettre en place. C'est quelque chose qui commencera au printemps 2022. Et voilà, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à nous contacter pour des précisions complémentaires. Et deuxième dispositif qui sera à destination de personnes nouvellement salariées de ces structures de la transition, où l'idée sera de les accompagner dans leur prise de poste et dans l'intégration de ce monde de la transition, en leur permettant d'échanger également sur leur questionnement, leur posture, afin de leur permettre de vraiment trouver leur place dans la durée. Donc pour le coup, c'est un dispositif qui commencera un peu plus tard puisqu'on imagine le lancer en automne 2022. Et je repasse la parole à Clarisse pour la suite. Et donc le troisième dispositif qu'on propose également à côté de ce dispositif de formation et d'accompagnement, c'est un autre dispositif d'accompagnement qui est destiné à accompagner les structures à la fois dans l'identification de leurs besoins de formation et dans leurs enjeux de développement. Donc c'est un accompagnement qui prend la forme d'un rendez-vous d'1h30 avec une personne de notre équipe, donc un rendez-vous qui est totalement gratuit et une personne de notre équipe qui est choisie en fonction de la structure et des enjeux qui sont préidentifiés dans le formulaire de demande de rendez-vous, avec l'objectif donc de vous aider à identifier ces défis et à voir comment avancer dessus en vous donnant des conseils, des partages d'expériences et en mettant en lumière justement les enjeux qui sont les vôtres. Et aussi, l'enjeu pour nous, c'est, comme le disait Martin, de s'assurer que dans les formations qu'on développe, ce soit bien des formations qui répondent aux défis que vous traversez sur le terrain et qu'on aide vraiment à avancer dans ce sens et à aller plus loin dans la transition. Donc ça, c'est un dispositif qui existe dès aujourd'hui, donc qui est déjà disponible. Donc vous pouvez vous en saisir. Vous le trouverez également sur le site, sur la partie boîte à outils. Donc n'hésitez pas. Donc, je crois que beaucoup de personnes doivent nous quitter, et c'est normal puisqu'il est 14h00. Je crois qu'il y avait en fait, deux petites questions, si Martin, tu peux y répondre très, très succinctement. La première question, c'était est-ce qu'il faut forcément se reconnaître et se décrire comme une structure de la transition pour être dans l'économie de la transition? Et puis la deuxième, c'était un peu sur comment on avait comment on avait pensé le stade de développement des secteurs, puisque Laurie faisait remarquer que quand on regardait le nombre de structures, elle ne l'aurait pas classé forcément de la même manière. Donc, quelle était notre grille de lecture? Tout à fait. Sur la première qui était… Est-ce que tu peux me la rappeler? Parce que du coup, comme tu as… Est-ce qu'il faut forcément se reconnaître structure de la transition Oui, pour faire partie de non, effectivement. Oui, tout à fait, merci. Non, il n'est pas du tout nécessaire. Nous, on a identifié des structures malgré elles, quoi, parce qu'elles nous paraissaient pertinentes. Donc, pour toutes les personnes qui partent, on enverra il y aura un replay, donc on enverra et vous pourrez retrouver en allant directement à la fin la réponse aux questions. Donc, je vais prendre un petit temps de réponse. C'est pas grave, si vous partez, vous pourrez retomber dessus en vidéo, en humain. On les a identifiés parce qu'au regard d'un certain nombre de critères qu'on avait déterminés, qui sont encore très imparfaits, parce que Thomas Gentillot posait aussi la question comment on avait déterminé on s'est encore en débat, donc on en débat, même Clarisse et moi. Enfin, on a eu des débats on a des débats en l'équipe. Enfin, et on est encore au début. Il y a sûrement des choses qu'on fera bouger, mais c'est nous qui l'avons déterminé. Par contre, c'est vrai que je pense que dans l'ensemble de celles qu'on a déterminées, si on crée une colonne, ce qu'on va pas faire parce que c'est pas facile à faire avec Clarisse, mais si on crée une colonne, est-ce qu'elle sait qu'elle est dans la transition ou est-ce que c'est un truc qu'elle sait pas? Je pense qu'on aurait quand même globalement oui sur la plupart. Mais c'est vrai qu'on a été interpellé, en particulier par une de nos cofondatrices, Julie, qui nous a dit bah ouais,
mon mec, il répare des cartes mères de Apple, est-ce qu'il est dans la transition? Pour moi, oui, clairement. C'est ce qu'il disait, ben, pour nous aussi. Donc, on va rédiger un petit article. On va essayer de déterminer ce qui est pour nous, comment est-ce qu'on peut se dire, oui, je suis un pro de la transition, oui, je suis un acteur, une actrice de la transition. C'est un truc qu'on a prévu de rédiger. On va essayer de bosser dessus pour justement le soumettre aussi à débat, à commentaires, à remarques, pour arriver à quelque chose d'à peu près propre. Donc non, ils se déterminent pas forcément, mais je pense que à l'heure actuelle, la plupart de ceux qu'on a identifiés se déterminent, ne serait-ce que parce que la manière qu'on a eu de les identifier n'est pas toutes les structures possibles et imaginables, et bien celles qui ont déjà été repérées. On n'est pas en capacité d'aller détecter un gars qui répare des cartes mères chez lui, qui a son propre réseau de réparation et qui a un site quelque part, on ne sait même pas nécessairement qu'il est lyonnais. Ça, c'est très, très difficile pour nous de le repérer. Si c'est pas fait labelliser, s'il n'accepte pas les gonettes, donc ça, c'est un point évidemment sur lequel on va bosser, progresser, mais on sera jamais l'INSEE, quoi. On pourra pas avoir un code, toi tu es dans la transition, et un code, toi tu n'es pas dans la transition, quoi. Donc on sera toujours sur le mieux possible, mais pas tout le monde. Et la deuxième question, c'était la maturité des secteurs que posait Laurie. C'est tout à fait intéressant de la mettre en débat, en questionnement, en échange. C'est un peu au doigt mouillé. Alors, c'est pas tout à fait au doigt mouillé, mais c'est quand même un peu au doigt mouillé. C'est par rapport, en fait, à la maturité, notamment des modèles. Est-ce que globalement, on a des structures qui sont matures et qui sont en phase de déploiement, développement massivement dans l'écosystème, ou est-ce qu'on est sur quelque chose où on est encore sur une phase très entrepreneuriale? La plupart des structures qu'on regarde sont entrepreneuriales. Et là, en fait, on a fait à gros traits sur économie circulaire, sur mode éthique, etc. Mais comme je le disais pour économie circulaire ou pour mode éthique, sur économie circulaire, on a une maturité sur les ressourceries, on va dire classiques. On est sur de l'émergence pure et dure, sur du néo-artisanat en upcycling, sur la mode éthique. On a des boutiques, on a un certain niveau de maturité et de rentabilité, et on a des industries ou des artisans de mode éthique qui sont en fait au démarrage. Donc en fait, on est encore au tout début de cette analyse, mais c'est un doigt mouillé qui tient un peu la route parce que je dirais qu'on a un bon doigt qui capte bien le vent, mais c'est pas scientifiquement, j'irai pas le défendre devant des statisticiens de l'INSEE. J'ai un désir de passer des bons moments dans ma vie et je pense que je passerai un très mauvais moment, et à juste titre d'un point de vue scientifique. Donc c'est le début d'une analyse qui vise à être approfondie, mais c'est d'abord un outil pour nous pour penser ça veut dire quoi agir dans ce champ-là, et pas pour nous, quand je dis nous, c'est CRES, Antiela, TGG, Institut, bailleurs sociaux, etc., pour voir comment on agit sur ces champs-là, pas pour pouvoir dire exactement et rendre un rapport exhaustif sur le sujet. Ça, on en est encore loin, mais c'est le projet. Merci Martin pour ces éléments de réponse et merci vraiment à tous et à toutes pour votre présence nombreuse. Enfin, comme l'a dit Martin, c'était une première étape pour nous, ce partage de nos réflexions. Ça nous motive et ça nous fait avancer, comme je l'écrivais dans le chat. Donc, merci pour ça. Et on est vraiment impatients de pouvoir continuer ensemble cette réflexion. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de contribuer, de rebondir, d'échanger ou de participer à certains des dispositifs. On a vraiment à cœur à ce que ce soit une recherche qui vienne nourrir toutes les structures et toutes les personnes qui les font vivre. Et donc, on vous souhaite une très bonne journée. On vous partagera le diaporama comme certains l'ont demandé et vous pourrez retrouver cette vidéo en replay. Donc, à très bientôt et merci à tous et à toutes. Merci, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Merci à tous, ciao.